Bonjour et bienvenue dans ce Dragon Ball Cast numéro 82, sur lequel on parlera cette fois-ci d'un personnage un peu sous-estimé et pourtant ô combien important. Ce sera le vénérable Krillin qui est là depuis presque le début de l'aventure de Goku, donc je pense que c'était difficile de pas en parler. On a fait quand même déjà pas mal de personnages principaux, on va dire. C'est quand même dommage d'oublier Krillin. Et donc voilà. Et bien pour ça, nous avons alors le grand expert en Krillin, monsieur Ridugeux Théo. Bonjour. Salut Tine, j'espère que tu vas bien. Et bonjour à tous qui écoutez ce podcast. Salut à toi. Et celui qui vient de parler sans qu'on l'annonce, c'était Mizumi, parce qu'il a mis à parler. Ah, j'aime bien parler même quand on m'annonce pas. Salut tout le monde. Donc voilà, déjà, les intros sont faites. Et bien du coup, on va commencer tout de suite, pour ce véritable personnage. Et comme toute chose à un commencement, je propose qu'on commence, du coup, par sa première apparition sur l'île de Kame Sennin, quand il arrive avec sa petite barque. Ah là là, l'aventure commence pour Kulilin. Effectivement, il arrive sur l'île de Kame House avec sa petite barque. Il arrive du temple Orin pour venir chercher l'enseignement du grand maître Kame Sennin, l'homme le plus fort du monde à cette époque. Et donc il fait la rencontre de celui qui sera son futur rival, et il faut déjà savoir que Kulilin à ce moment-là est une commande de l'éditeur de Toriyama, Kazuhiko Torishima, qui disait que pour relancer un petit peu l'intérêt de Dragon Ball, il fallait trouver un rival à Goku. Donc apparemment Yamcha n'a pas fait l'affaire, mais Kulilin fera-t-il l'affaire ? C'est ce que les chapitres qui suivent nous dévoilent. Effectivement, ils se lient d'amitié, ils s'entraînent ensemble. Au départ, ils se jouent des tours Pandar. En tout cas, Kulilin joue des tours Pandar à Goku. Goku est beaucoup trop pur pour être mal intentionné et essayer de tricher. Voilà, c'est une ambiance très bon enfant, une ambiance qui fait dans un début de rivalité, qui fait aussi dans la comparaison l'un envers l'autre. Ils seront littéralement au début comparés sur leur vitesse par Kame Sennin, et petit à petit leur amitié se renforce, et c'est ce qu'on va voir du coup petit à petit. On entrera dans le vif du sujet. Déjà, moi j'ai envie de poser une question. Kulilin, pour vous, est-ce que c'est déjà peut-être votre terrien préféré? Est-ce qu'il est dans vos top personnages? Est-ce que vous avez une préférence pour le Kulilin du manga, celui de l'animé? Bon, on part dans tous les sens, mais on va déjà un petit peu poser, je pense, les idées principales autour du personnage, et puis après on entrera dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis d'accord, et puis je l'annonce tout de go. Moi, Kulilin, c'est mon personnage préféré de Dragon Ball. Enfin, je veux dire Kulilin, Krillin. Alors je développerai un peu pourquoi, mais j'aime vraiment beaucoup en fait la manière dont le personnage se met en place tout au long des tomes. Au début, il paye pas de mine, comme tu disais, il est là pour être opposé à Goku. Petite info que je viens de trouver sur le net, il apparaît le 21 mai 1985 dans le Jump. Waouh, c'est un an après ma naissance, incroyable. Un jour après ma naissance, incroyable. Et tu as l'âge de Kulilin. Bah, il faut raser le crâne. Ah non, je fais pas d'arts martiaux. Moi. Ah. Mais oui, il est très... En fait, dès le départ, Goku est plus fort que Kulilin, mais Kulilin est un peu rusé, ce qui lui permet de remporter des petites épreuves. Je trouve ça assez intéressant en fait, d'opposer à Goku un antagoniste qui est dès le départ moins fort que lui. Et aussi, plus malin. Ouais, parce que du coup, alors il va, comme tu dis, il va user un peu de ce que Goku n'a pas, c'est un peu de ruse et de maléfisme entre guillemets. Que dès les premiers entraînements, il va faire des petits coups, comme disait Mizu, quelques coups pendables. Pas forcément très sympathique toujours. Mais en même temps, ça effectivement, Torishima avait raison. Je trouve que dans un sens, il avait raison parce que du coup, ça fait effectivement un entraînement un peu plus épicé entre guillemets. Où, Goku ne s'entraîne pas juste, il doit quand même aussi un peu se battre contre la malfaisance. Enfin, c'est pas vraiment une malfaisance, mais il va se battre contre son opposé en fait. Goku est pur et naïf et influençable. Kulilin, dans le duo, c'est celui qui va tricher, c'est celui qui va se servir d'une deuxième pierre, qui va essayer de la faire à l'envers à Kame Sennin en dessinant le logo Kame tortue sur une autre pierre. C'est celui qui va faire semblant de jeter la vraie pierre, et Goku va perdre et ne pas manger. Et du coup,
le scénario le punit parce que Lunch avait préparé du poisson, du fugu, et le fugu, si on ne le cuisine pas comme il faut, il contient un poison qui est mortel. Bon, là c'est Dragon Ball, hein. Il se tape une méchante crise de foie, donc ça va, c'est adouci. Mais ils sont tous malades et l'entraînement est décalé de 24 heures, le temps qu'ils se rétablissent. Mais voilà, du coup, l'auteur Toriyama montre que la pureté est l'exemple à suivre, et le côté un peu roublard de Kulilin, un peu tricheur, un peu espiègle, c'est plutôt ce qu'il faut éviter. Et au-delà de ça, effectivement, Kulilin et Goku, c'est un duo, il y a un côté un peu ping-pong, hein, ils se répondent, il y a du gag, il y a une comparaison, comme je le disais, la vitesse au départ, qui est évaluée par Kame Sennin comme étant une première épreuve, et puis leur débrouillardise. On voit que Goku, même si il supporte plutôt bien l'entraînement, il est quand même épuisé. Par contre, Kulilin est à la traîne, mais il se donne à fond, Kulilin. Il sait que par rapport à Goku, il va devoir donner le double, mais en tout cas, il s'accroche. Et malgré tout, il reste j'ai envie de dire, dans la course à cet entraînement éreintant, épuisant. Et Kulilin, c'est ça aussi qui fait qu'on l'apprécie, je pense. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'aime ce côté. En fait, il est très humain. Goku, il est vraiment. Je préfère Goku, bien sûr, mais. Enfin, je dis bien sûr comme si c'était évident, en mon opinion, je préfère Goku. Mais Kulilin a pour lui le fait d'être un personnage très humain, imparfait. Il a son lot de défauts avec lui, il a son lot de faiblesses. Et du coup, je trouve que c'est très honorable de le voir s'accrocher comme ça au cours de cet entraînement, de le voir essayer d'user de la ruse pour s'en sortir, pour se dire merde, cet entraînement, quand Kame Sennin dit on va faire la livraison du lait en zigzag et puis à cloche-pied et puis machin, que Lilin, il n'y a pas de cloche-pied, il n'y a pas de zigzag, il zigzague en ligne droite, hein, comme dit la VF d'ailleurs. J'ai bien aimé cette réplique. Moi, je vais zigzaguer en ligne droite. Je trouvais ça très drôle. Non, Kulilin, il a ce côté un peu simple en fait, spontané. Et c'est un personnage aussi très franc. Il se cache pas la réalité. Je vais jamais y arriver, je vais crever pendant cet entraînement. Il se fait pas mal de réflexions comme ça. Alors j'ai plus les mots exacts. Ça fait un petit moment que j'ai pas revu les épisodes ou relu le manga. En tout cas, ce passage-là, mais voilà, il a cette simplicité. Il est accessible en fait. On peut facilement s'identifier à lui parce que nous autres lecteurs avons aussi nos défauts, nos faiblesses, notre manque parfois de confiance en nous, et on peut du coup se raccrocher à ce Kulilin, très attachant dès le début, je trouve. Voilà. Pour aller dans ton sens, j'aimerais encore préciser un truc qui moi me tient à cœur. C'est sa motivation pour entreprendre tout ça, qui est tout simplement de plaire aux filles. Oui, c'est typiquement Toriyama. Et ça me semble assez important pour le développement du personnage. Totalement. Donc, ouais. Oui, c'est typique Toriyama. C'est bon, il faut un objectif bidon, tu vois. C'est plaire aux filles. C'est complètement le con, mais en même temps, il met 2 cœurs d'ouvrage quand même pour plaire aux filles. Ça, c'est beau. On voit qu'il a fait ses petits devoirs aussi, parce que quand il arrive à l'île de Kame Sennin, Kame Sennin ne veut pas l'entraîner parce que d'habitude il prend pas d'élèves, tout ça. Et du coup, Kulilin, il sort un. Je dis Kulilin aussi maintenant, d'habitude je dis Krillin, mais c'est pas grave. Il sort un magazine coquin, et du coup, Kame Sennin, ils sont. Oh, je vais réfléchir. Je vais réfléchir du coup. Et du coup, il dit moi j'entraîne des élèves seulement si ils réussissent un peu mon épreuve, c'est de me ramener une jolie fille toute fraîche. Et il dit tu vas monter sur le nuage de Goku et puis vous allez la chercher. Du coup, il passe à travers le nuage et Kame Sennin lui dit mais du coup, tu serais pas venu t'entraîner pour de mauvaises raisons? Il dit non, pas du tout, je voulais juste plaire aux filles. Et là, il dit bah ça, ce sont de mauvaises raisons justement. Et là, du coup, il sort une flopée de bouquins, il dit prenez celui-là, je vous les donne tous. Et à un moment donné, il y a même un magazine gay qui donne à Kame Sennin et on entend dans la VO, il fait un truc comme ça. La VO est excellente sur ce passage-là, c'est très très drôle. Voilà, ça passerait peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas voilà, il y a ce côté vraiment gaguesque du personnage, très second degré, très léger, et j'aime beaucoup aussi ce personnage pour ça, pour le côté gaguesque qu'il apporte tant à l'anime qu'au manga, même si, et on y reviendra après, c'est un point qui scinde le personnage du manga de celui de l'anime, c'est qu'ils ils ne grandissent pas pareil. Mais on va y revenir, c'est sur le côté clownesque de Kulilin. L'anime le fait plus clownesque qu'il ne l'est réellement dans le manga, mais surtout au passage adulte, mais on y reviendra.
On y reviendra certainement. Oui, voilà, mais bon, pour la première apparition, c'est déjà bien. Bon, c'est vrai déjà allez, on va vraiment en revenir un petit peu en arrière, mais quand il est sur sa barque, déjà, je trouve qu'il a déjà un physique de personnage un peu plus, enfin, un peu gaguesque dans le sens. Et puis, bon, il fait un premier saut où il se la pète et tout, et puis finalement, il retombe la tête dans le sable. Oui. Je veux dire, comme introduction, on comprend tout de suite un peu le perso, ouais. Le personnage, bon, l'identité. Il se la pète un peu et puis finalement, bon, c'est Goku qui doit le sortir du sable, quoi. C'est toujours ça toujours drôle. Bon, après, je trouve qu'il évolue bien, mais au tout début, c'est quand même un. Oui. Mais en même temps, il a un peu un truc un peu triste derrière, c'est qu'on s'en apprend ça plus tard, c'est qu'au temple d'Orin où il était plutôt maltraité apparemment. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on voit au tournoi, quoi. Ouais, Où il rencontre ses anciens. 21e, je pense, oui. Et bon, c'est un peu plus tard, mais je trouve que, allez, de ce personnage gaguesque, il y a quand même un peu, si c'est pas non plus un grand drame, mais bon, il y a quand même quelque chose derrière où bon, il n'était pas. C'est un drame au niveau du gag de Toriyama. C'est-à-dire que le drame est aussi léger que l'histoire. Voilà, exactement, voilà. Ça s'incorpore dans l'image de Dragon Ball, l'image douce des premiers chapitres. C'est pas grave, mais Kulilin en souffre et il en a une trouille terrible. D'ailleurs, quand il tombe sur eux au Tenkaichi Budokai, l'animé le développe un petit peu plus parce qu'on a le droit à quelques scènes fillers, mais il tremble et il se demande s'il ne va pas abandonner. Je ne sais pas si l'idée d'abandonner est aussi dans le manga, il me semble. Elle me dit quelque chose, j'ai la case en tête, donc je suis convaincu qu'il se demande s'il va pas. Ou alors il y a quand même, mais bon, ça peut-être un peu plus tard. On doit. Et aux éliminatoires, il tombe bien effectivement contre l'un de ses senpai, un de ses aînés, et il le fout. Il défonce, ouais. Ah, oui, un hors-ring incroyable. D'ailleurs, et ça montre en fait l'importance de l'entraînement et puis ça place directement au tout début du manga les personnages à un autre niveau en fait. Voilà, c'est ça exactement. Mais c'est vrai qu'on peut aller du coup sur l'entraînement. On a fait son introduction. Ça c'est bien. On peut parler d'entraînement en fait. On peut parler effectivement de l'entraînement de KB Seinin, bon, qui est entre gag et quand même aussi entraînement physique parce que bon, c'est pas. On voit bien que c'est quand même pas un truc pour n'importe qui, parce que bon, la livraison du lait, les guêpes, faire le champ, et après qu'une fois que tu fais ça bien, tu mets une carapace de tortue. Bon, il y a aussi l'entraînement auprès des ouvriers là. Il y a les champs comme tu l'as dit. Il y a tout ce trajet comme ça aussi à faire. Que Kame Sennin a rallongé pour aller livrer le lait parce qu'il les fait passer par vraiment des endroits. Tu sais quand ils doivent prendre les escaliers plutôt que je crois qu'il y a un contour où je sais plus quoi. Bref, il dit non, on prend les escaliers. Non, je crois non, il dit non, de toute façon, tu vois un autre chemin, il dit un truc comme ça. Oui, non, il y a qu'un chemin. En fait, à la base, le mec qui livre le lait leur propose de prendre l'hélicoptère. Oui. Et il hallucine de voir qu'ils vont aller livrer le lait à pied. Exactement. Enfin bref, l'entraînement de Kame Sennin, il est connu pour être hyper intensif, hyper difficile. Et puis on voit les résultats au tournoi, quoi. Clairement, où en fait les anciens comparses de Krillin, ils sont là pour montrer le décalage énorme qu'a provoqué l'entraînement de Kame Sennin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, Goku et Krillin, du coup, ils voyaient pas vraiment leur évolution, parce que bon, c'est vrai que dans un sens, c'est un peu abstrait parce qu'ils apprennent pas vraiment les arts martiaux, c'est plutôt un renforcement. Le renforcement, voilà. Et donc ça, c'est intéressant à voir après aussi. Donc, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment donné, ils arrivent, c'est l'épreuve des requins. T'as Goku et Kulilin qui disent bon, maintenant vous allez nous montrer des techniques, des trucs, on voudrait apprendre les arts martiaux, et Kame Sennin il crache comme ça en disant non, ça me dégoûte ce genre de mentalité, moi je suis là pour vous entraîner, et tant que vous n'aurez, pour l'instant vous n'êtes pas prêts, et là il désigne un rocher, quand vous arriverez à déplacer ce rocher, je vous entraînerai, je vous apprendrai des trucs. Goku du premier coup il décale le rocher, non, c'est pas celui-là, en fait je me suis trompé, c'est le gros là et au final c'est ce qui signe la fin de leur entraînement, on va dire avec des carapaces sur le dos, c'est que Goku arrive à le décaler au bout de quelques mois, et Kulilin vient chercher Kame Sennin, il dit regardez, il arrive à décaler le rocher. Et Kame Sennin il dit mais c'est pas possible. Et Goku y arrive effectivement, au prix d'un effort quand même assez intense, il arrive à décaler le rocher, et Kulilin y arrive aussi.
Et là, il se retourne vers Kame Sennin, et vous y arrivez? Eh bien sûr, mais bon, vous allez vous entraîner avec 20 kilos de plus sur le dos, un truc dans ce genre, tu vois. Oui, parce que oui. Et en fait, il n'y a pas d'entraînement au corps à corps, d'arts martiaux, de coups, de techniques. L'entraînement de Kame Sennin, c'est se renforcer soi-même. Et comme il le dit aussi, c'est un entraînement psychologique. C'est un entraînement qui va aussi travailler l'esprit. Bien manger, bien dormir. Exactement. Ouais, ça, bien s'amuser, tout ça, c'est comme j'allais dire, c'est vraiment une philosophie, en fait. C'est plus tout à fait. qu'un vrai enterrement technique, c'est vraiment une vraie philosophie. Donc ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'attends vraiment à avoir un entraînement avec des katas et des machins et des trucs et des... Mais Kame Sennin, apparemment, non, il fait rien de tout ça. Il pas tout de suite. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'entraînement, ça change un peu du classique. Les personnages faire des combats, machin. Mais apparemment, ça renforce bien, parce que comme on va arriver au 21e Tenkaichi Butokai, ils vont péter des dents, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai la réplique de Kame Sennin de la Perfect Edition sous les yeux. Par l'apprentissage des arts martiaux, vous trouverez l'harmonie entre votre corps et votre esprit, et de ce fait, vous pourrez profiter pleinement des bienfaits de la vie. Mais, ou cependant, si un ennemi se sert de sa force pour menacer impunément de pauvres gens, collez-lui votre poing sur la figure. Voilà. Goku, évidemment, ne comprend rien. Il n'a rien compris du tout. Évidemment. Et Kame Sennin lui résume entraînez-vous de toutes vos forces pour bien vous amuser dans la vie. Voilà. Et j'aime énormément cette philosophie de cette sagesse, de cette ligne entre le corps et l'esprit. J'aime énormément cet entraînement de Goku et Kulilin pour ces valeurs qu'ils transmettent et que les personnages transmettent et que l'entraînement transmet. Et Kulilin d'ailleurs sortira grandi de cet entraînement. Il prendra confiance en lui. Il prendra une grande confiance en lui. Donc on a bien cette harmonie entre le corps et l'esprit. Son corps lui a prouvé que il pouvait faire confiance. Donc l'esprit, pour moi, c'est la confiance, c'est les émotions. Effectivement, l'entraînement a porté ses fruits. Puis c'est la confiance en lui surtout, parce qu'il en manquait. Bien sûr, oui, c'est ça. Il en manquait beaucoup, je pense. Même si il montrait un peu, il faisait un peu son malin, si je puis dire. En fait, au fond de lui, il manquait un peu de confiance quand même. Et, c'est ça. Et c'est bien. On le voit d'ailleurs au Tenkaichi Butokai, c'est qu'il est bon quand il y a ses anciens compagnons, il est un peu moins confiant, mais par ailleurs, il va quoi. C'est beau, parce qu'on voit qu'il... En fait, il est hyper important ce passage avec les anciens élèves par rapport au scénario global du 21e Tenkaichi Budokai. Parce que justement, ce tournoi, il nous raconte quelque chose. C'est que l'entraînement de Muten Roshi, il est tellement efficace que Krillin et Goku sont déjà dans le top mondial, en fait. Grâce à cet entraînement. Oui. Et ça nous est montré en fait par par la rencontre entre Krillin et les deux du temple d'Orin. Et en fait, cela, c'est justement ce qui justifie la participation de Muten Roshi au Tenkaichi Budokai et qui nous permet de raconter l'histoire que raconte le Tenkaichi Budokai. Et si on n'a pas cet élément scénaristique devant qui nous permet de comprendre à quel point Goku et Krillin sont devenus forts, l'ensemble de l'histoire s'écroule. Parce qu'une histoire de Toriyama, c'est toujours extrêmement minimaliste. Oui. Ça raconte le moins possible. On est toujours à la limite entre le simplisme et la simplicité. Et en fait, cette simple rencontre qu'il y a avec les deux élèves d'Orin, permet à l'ensemble de l'histoire de tenir la route. Oui. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Si on n'a pas cette rencontre-là, l'ensemble paraît artificiel, et c'est vraiment un tout petit élément qui est apporté par Krillin, qui permet de comprendre où vont venir Kame Sennin et pourquoi il va se déguiser en Jackie Chun, et puis il va donner de l'intérêt en fait, au-delà de la qualité des combats et de la mise en scène, à ce qui nous est raconté sur cet arc-là. Bon, je pense qu'on peut avancer au Tenkaichi Budokai. Au 21e Tenkaichi Budokai, comme ça on avance un peu. Et donc, comme on disait, c'est le mot, déjà, t'as l'introduction du Tenkaichi Budokai, qu'est-ce que c'est, tout ça. Donc ça, c'est déjà un truc... Bon, les tournois, c'est un peu classique, on va dire, dans les shonen, mais je trouve que Toriyama, oui, c'est ça, j'allais dire Torishima, c'est pas grave. Oulala. Il arrive quand même à rendre ce tournoi plutôt, intéressant, c'est pas que du sérieux. C'est encore je trouve que comparé aux deux précédents, deux prochains, je parlais, c'est encore un tournoi qui reste un peu assez gaguesque, je trouve, dans beaucoup de... Non, la victoire, tout le combat de Krillin contre Bactérie, c'est un gag.
en fait. Voilà, oui, effectivement. C'est un gag. Je veux dire, c'est énorme, quoi. Effectivement. Kulilin qui oublie qu'il n'a pas de nez, qui ne peut donc pas sentir les odeurs, qui se les imagine. Et qui d'autre que Toriyama peut écrire ça? Et quel autre personnage dans Dragon Ball aurait pu permettre un gag pareil? Non, Kulilin, il permet aussi effectivement l'introduction de ce genre de gag, notamment mais Kulilin, tu peux pas sentir, il a pas de nez. Tu t'as pas de nez, comment tu peux sentir ses odeurs? Donc ça aurait été possible avec aucun autre personnage. Puer, il n'a pas de nez, bon à la limite, mais c'est pas un combattant. Donc il permet effectivement l'introduction d'un nouveau registre de gags. On retrouvera des gags sur le physique avec la morsure de Draculaman, avec les coulures de sang sur le front de Kulilin et sur ses côtés là, et Goku va lui dire on dirait qu'il a des cheveux et tout le monde va se foutre de sa gueule. Voilà. De la même manière que Chaozu va le traiter de tête de poulpe. Et Kulilin va lui répondre mais toi aussi t'as pas de cheveux, et en fait Chaozu va lui sortir si regarde, j'en ai qu'un seul, tu vois. Du coup voilà, il y a des gags aussi sur le physique du personnage qui sont à mourir de rire. D'ailleurs le taco, le tête de poulpe, sera ressorti par C18 bien plus tard. Donc voilà, il permet aussi l'introduction de ce genre de gag au-delà du combattant et du rival. Il a aussi le gag, ça deviendra une partie de son identité, ça je vais dans l'anime surtout. Tu as tout à fait raison. C'est un peu le tournoi de révélation de Krillin, et bon, de Goku aussi, mais là c'est on a aussi sur Krillin. Donc, Les tournois, en fait, dans tout Dragon Ball, c'est vraiment les moments où on voit Krillin. Surtout le premier tournoi, en fait, parce qu'au deuxième, il est limite aussi un peu moins important, contrairement au troisième. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu j'allais dire le tournoi le 21e, donc c'est un peu le tournoi de la révélation de Krillin, parce qu'il quand même, il passe le tournoi assez facilement, assez brillamment, jusqu'à ce qu'il tombe sur Goku. C'est à ce moment-là c'est dans ce tournoi-là qu'ils se combattent, je me trompe pas. 22e, ouais. C'est dans le 22e, pas dans le 21e. Au 21e, il perd en demi-finale contre Jackie Chun. Ah, c'est Jackie Après, et je dirais que le highlight de ce combat-là, c'est le moment où il y a toute une phase qui se fait en une fraction de seconde, et puis ils font toute la scène au ralenti avec Jackie Chun. Enfin, c'est amusant. Ils se crachent dessus, ils se tirent la main. Enfin, ils se crachent dessus, s'envoient des crottes de nez. Enfin, c'est T'es sur une autre planète, t'es chez Toriyama. T'es presque dans l'univers de Dr. Slump, dans ce genre de truc. On est à la frontière entre les deux. C'est du gag extrêmement poussé, extrêmement léger, extrêmement simple, mais alors tellement efficace, quoi. Car raconté par un auteur qui justement n'aime pas se prendre au sérieux, et on le ressent, et il s'amuse, et c'est là où c'est très perceptible, et le lecteur en est, je pense, il est sensible. Effectivement, il y a ce passage-là. Il y a aussi autre chose qui marque dans ce tournoi, c'est que on a à la fin du tournoi, en tout cas, la possibilité finalement de se dire que Goku va repartir à l'aventure, mais avec Kulilin pour rechercher la Dragon Ball de son grand-père, et non, Kulilin ne l'accompagne pas. J'ai toujours été très surpris que le duo se brise à ce moment-là pendant quelque temps. Qu'est-ce que ça aurait donné, je ne sais pas. Mais je suis très content en tout cas, même si sa présence est dispensable après, pendant, on va dire, le mini arc du commandant Blue dans la grotte des pirates. J'apprécie le binôme Goku Kulilin, parce qu'on les a vus rivaux, mais là on les a vus alliés, on les a vus combattre à l'unisson, on les a vus appliquer les arts martiaux et les cours de l'entraînement de Kame-Sennin ensemble, les fruits de leur propre entraînement personnel ensuite. Tout ça c'est exploité dans cet arc, mais effectivement Kulilin est un Goku moins bien à ce moment-là. Tout ce que fait Goku en bien, Kulilin le foire, le saut effectivement, et tant d'autres choses. Il a vraiment son rôle de faire valoir, quoi. Shibaba, c'est pareil, j'entends. Oui, bien sûr. Oui, c'est exactement pareil. Mais c'est vrai, non, vous avez raison, et c'est en même temps, il a quand même droit à des combats. Bon, il y a ce qui vient avec Toriyama, c'est qu'il arrive à gérer le gars qui est en même temps le sérieux. Il arrive à faire des transitions. On comprend pas trop comment il arrive ça, mais très ça marche. Allez, moi j'ai. Ce qui est dingue, c'est qu'il arrive quand même à rendre le personnage attachant, tu vois. Voilà, en très très peu d'apparitions, ils le rend attachant. Déjà parce que c'est le pote de Goku.
De rival, il le fait devenir pote très très facilement au cours du tournoi. Et puis après justement chez Ribbon et chez Baba. Et puis dans son combat contre Chozu, parce que c'est le combat qui est un peu notable. Il va très facilement rendre le perso attachant, quoi. C'est-à-dire qu'il va tout à coup réussir à faire un Kamehameha, et puis on le voit, Krillin qui est là, il doit réussir à lâcher un Kamehameha pour pouvoir réussir à gagner son match. Il lâche son premier Kamehameha, et en plus il arrive à en faire quelque chose d'intéressant et d'original. Donc grâce à ça, on arrive à s'attacher au perso, quoi. Et après, il a son combat contre Goku où il est largement en dessous de Goku. Il va tenter de gagner par roublardise en profitant du fait qu'il connaît Goku puis qu'il connaît son point faible. Mais ça ne fonctionne pas parce que Goku s'est renforcé. Et puis, Goku va non seulement le battre, mais il va le battre gentiment. Comme va le préciser Tenchin Han, il y a même, il l'a pas frappé, il l'a poussé délicatement hors du ring. Tu vois, donc il y a un côté très humiliant dans le fait que vraiment Krillin est largement en dessous de Goku, mais en même temps ça le rend très attachant parce qu'il a réussi des performances qui sont déjà incroyables en soi. Justement, Tenchin Han dit le contraire, c'est que les spectateurs croient que Goku l'a poussé délicatement, et Tenchin Han dit non, ce sont des amateurs, ils n'ont que Goku a fait, il lui a enchaîné de coups de poing, de coups de pied pour le foutre hors ring, parce que Goku a tenu sa promesse qui est de ne pas retenir ses coups contre Kulilin. Kulilin lui a dit, si tu retiens tes coups pendant notre combat, je t'en voudrais toute ma vie. Ouais. Et Goku a dit, jamais je ferai ça. Et beau, là, il se donne ce petit coup d'avant-bras comme ça avant de se jeter sur le ring et d'entamer le combat. Très, 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 très beau moment de complicité, d'amitié et de respect entre combattants, entre guerriers, et j'aime énormément ça. Justement, non, il le pousse pas délicatement, il lui met une espèce de raclée. De la même manière, quand... il lui met 3 coups de coude et puis 2 coups, mais il le fait quand même gentiment. Je veux dire, il le déchire pas, tu vois. Il y a une forme de respect là derrière. Ça, c'est il a gagné et il va pas pousser l'avantage jusqu'au fait de lui faire mal, tu vois. C'est ça que je veux dire. Enfin, pour moi, Goku, c'est clairement montré que Goku est largement au-dessus, quoi. Sur la fin, il disparaît, il fait ses TP, et puis ciao Krillin, quoi. De toute façon, tu ne pouvais pas gagner ce match, quoi. Ah bah, bien sûr. Mais de la même manière que de toute façon, quand Krillin va lancer un Kamehameha, Goku dit arrête, ça me fera rien du tout. Ouais. Alors c'est un leurre, c'est pour pouvoir lui attraper sa queue de singe et le paralyser au sol et espérer un chaos de cette manière. Or ça ne marche pas, comme tu l'as dit, Goku s'est renforcé. Mais il y a un passage que je trouve magnifique, surtout dans le manga. L'animé est très très bien, on a le meilleur animateur de Dragon Ball à cette époque en tout cas, qui est Naoto Shishida, qui anime très très bien la scène, mais elle n'est pas aussi belle et bien découpée que dans le manga. C'est quand Goku lance son Kamehameha, se projette en réalité vers Kulilin, lui donne un coup en pleine mâchoire et va aller le cueillir à coup de salto et lui retomber à genoux sur le torse. L'enchaînement est sacrément violent, quoi. Ouais. Non, c'est dingue, ce truc. D'ailleurs, même dans l'animé, il me semble que c'est le cas dans le manga aussi, les amis de Goku, Bulma, Lunch et tout ça, se cachent les yeux parce que la violence de l'enchaînement est telle qu'ils se disent, oh là, Kulilin, c'est bon, là, il a ramassé fort. Et effectivement, il a ramassé fort parce qu'il peine à se relever, et c'est là qu'il perd complètement confiance en lui, qu'il perd son sang-froid, et qui se fait massacrer par Goku. Et là, la supériorité de Goku, elle est même plus montrée, elle est avérée. Ouais, il va même jusqu'à un moment donné, il fait une retraite stratégique dans un coin du ring, parce qu'il était passé, quoi. Ouais. Mais il va encore tenter un truc, enfin, c'est le mec qui abandonne pas, quoi. C'est ça, il veut se donner à fond, il se dit c'est mon meilleur pote, c'est mon rival, je vais tout donner, je vais peut-être pas gagner, mais je vais tout donner. Et par tous les moyens, il essaye, et c'est ce qui fait aussi la beauté du personnage. Il a ses défauts, il a ses faiblesses, il est dépassé déjà. Et il s'est entraîné, il a tout donné, pour le 22e Tenkaichi Budokai, il a tout donné, il s'est entraîné. Mais d'ailleurs aux côtés de Yamcha, parce que Yamcha rejoint Kame Sennin sur son île après l'arc avec Baba. C'est pour moi, c'est peut-être son plus beau combat que Kulilin contre Goku. Il a vraiment tout donné, et j'apprécie beaucoup ce combat, surtout dans le manga en fait, Je propose qu'on enchaîne avec le moment fatidique. La première mort parce que Bora est déjà mort dans Dragon Ball, c'était un allié, c'était un pote de Goku, c'était le père de Upa. Mais le deuxième, c'est Kulilin. Et là, c'est un membre de l'équipe, c'est le pote de Goku, c'est l'un des deux gros protagonistes à ce moment de l'histoire, quoi.
Parce que Yamcha est devenu tertiaire, Kulilin est secondaire, et Goku est le personnage principal, c'est le protagoniste, c'est le main character. Mais, en tant que personnage secondaire, il décède, il se fait massacrer, Goku le retrouve mort, il arrive trop tard. Pourtant, il y avait un lot d'experts en arts martiaux qui étaient là, quoi. Il y avait Kame Sennin, il y avait Tenshin Han, il y avait Goku, il y avait Chaozu, il y avait du monde pour empêcher ce massacre. Mais malheureusement, il y avait pas mal. Malheureusement, la crème de la crème des combattants n'a rien pu faire, n'a rien pu empêcher, personne n'a rien vu. Kulilin est mort. Voilà. Il y avait un auteur de manga, je crois que c'est dans le Landmark ou dans le Forever, qui ont été traduits par Fédois Lamodière, merci. La traductrice du manga de la Perfect Edition, de la nouvelle édition de Dragon Ball, enfin la dernière, la mieux traduite. Et il y a un auteur qui disait qui ne lisait pas Dragon Ball, qui est devenu mangaka. Je sais plus quel est le nom de ce mangaka, mais lisez le Landmark et le Forever, c'est écrit dedans. Ce sont des mangaka qui ont fait hommage à Dragon Ball. Il y en a certains qui sont interviewés là-dedans et qui font un hommage à Dragon Ball à ce moment-là, à l'occasion de ces deux ouvrages. Et il y en a un qui dit, dans mon école, on disait Kulilin est mort, Kulilin est mort, Kulilin est mort. Moi, je lisais pas Dragon Ball à ce moment-là, donc je comprenais pas qui était ce Kulilin. Et puis, du coup, j'ai rejoint un groupe d'enfants et j'ai discuté avec eux et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu savais que Kulilin était mort? Et il a dit, ah oui, ça fait longtemps que je le connais. Quel choc! Alors, il jouait complètement la comédie parce qu'il voyait pas du tout. Et puis après, bon, il a compris que ça venait de Dragon Ball, il s'est acheté le premier Jump et là, il a compris l'ampleur du truc et il a commencé Dragon Ball à ce moment-là, il est devenu mangaka grâce à Dragon Ball parce que ça l'a impacté extrêmement férocement, j'ai envie de dire, ça l'a pris aux tripes. Et mais voilà, sa première découverte de Dragon Ball, c'est Kulilin est mort, les gars. Voilà, c'est triste, etc. Et là, lui, il s'est dit, mais c'est qui ça, Kulilin? En fait, ce moment, il marque vraiment justement un changement profond dans l'ambiance. Jusque-là, on disait, on est dans le manga gag. Alors il y a un petit peu plus de profondeur à certains moments. Il y a quand même déjà 2-3 moments avant qui sont assez violents, comme la mort du général Red par exemple. Oh oui. Même si elle est fondée sur un gag, c'est quand même un moment violent. Il y a la partie avec Tao Pai Pai qui est déjà beaucoup plus sérieuse. Mais là vraiment, la mort de Krillin, c'est... il y a un avant et il y a un après ça. Après, on retombera plus jamais sur le niveau de gag qu'on avait avant, en fait. Un petit peu dans Battle of Gods, mais et encore. C'est longtemps plus tard, quoi. Bon, la saga ça devient un peu gaguesque aussi, mais il y aura toujours du gag dans Dragon Ball, mais on n'est plus sur le même niveau de gag. En fait. Je suis d'accord. Enfin, je veux dire, on va plus nous faire tout un combat juste pour nous raconter une blague, tu vois. C'est ça. On a Gotenks et Boo, mais il y a cette part de dramatisme. Il y a la porte détruite par Piccolo, effectivement. Il y a des volontés de Toriyama, mais c'est plus le même niveau. C'est l'exemple que je voulais donner pour aller dans ton sens. Il y a Gotenks Boo qui pourrait servir de contre-argument. En fait, non, il renforce ton argument parce qu'il y a quand même du dramatisme dedans, quoi. La victoire de Kulilin contre Bacterian, ça finit par un prout. C'est ça, quoi. C'est ça qui marque le truc, quoi. Qui clôt la rencontre entre les deux. Donc, Bacterian battu à son propre jeu, quoi, sur les odeurs. Donc, bon. Donc Kulilin pue du cul, faut le savoir. Kulilin pue du cul. Au point de mettre KO Bacterian. Bon, bah, écoutez. Quelle information importante. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que jusque-là, si tu veux, l'histoire va servir le gag. Tout à fait. On dit qu'ensuite, on va voir des gags au service de l'histoire. Exactement. Et c'est vraiment ce décalage qui a lieu justement avec la mort de Krillin, quoi. Et quelque part, à ce moment-là, la mort de Krillin, tu vois, c'est la mort d'un Dragon Ball tel qu'on le connaît, même s'il va ressusciter. Oui. Et j'aime beaucoup cette symbolique. Et puis de nouveau, enfin, le personnage, il y a rien eu pour vraiment le rendre attachant, si ce n'est que c'est le pote à Goku, et pourtant on y est attaché. Et je crois que ça montre énormément du génie de Toriyama à ce niveau-là. Exactement. Je pense que aussi la mort est beaucoup plus impactante avec ce regard vitreux tel qu'on l'a dans le manga que ce qu'on a pu avoir dans l'anime. Il y a quelques regards comme ça qui pour moi sont impossibles à rendre. Tu vois par exemple le fameux regard de Goku sur Namek après avoir battu Freezer. Il y en a 37 versions, il n'y en a aucune qui vaut celle du manga. Et ben je trouve que le regard de Krillin mort avec la haine de Goku derrière, où c'est la première fois que Goku s'énerve en fait. C'est la première fois qu'il est vraiment énervé. Avant, il y a des fois où il le dit qu'il est énervé, mais là, il n'a pas besoin de le dire. On le sait. Ah oui.
Je suis convaincu par tes propos. Je voudrais faire un petit aparté sur la scène de la mort de Kulilin dans l'animé, qui est racontée différemment. C'est-à-dire que Goku est là avec Tenshinhan, etc. Kulilin d'ailleurs lui donne son kimono à ce moment-là, parce que Goku a abîmé le sien contre Tenshinhan. Et il dit mince, j'ai oublié le Nyoibo, le bâton et ma Dragon Ball dans les vestiaires. Et Kulin dit je vais te les chercher, t'es fatigué. Et du coup tout le monde s'apprête à partir manger et à attendre Kulilin. Et Goku se retourne 2-3 fois comme ça et rappelle Kulilin. Et du coup il s'arrête, dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, j'ai oublié. Mais Goku il est pas tranquille, il est pas serein. Il a cette espèce de sensation comme ça en lui. Quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, il est pas serein, c'est pas normal. Et Goku, on l'a jamais vu comme ça encore dans l'anime. Et j'aime cette approche. Je préfère la mort du manga, parce qu'elle est beaucoup plus brutale, elle est beaucoup plus... On tourne la page, on tourne la page et c'est d'un seul coup, c'est fini. Dragon Ball, tel que tu l'as dit, est mort en même temps que Kulilin. Le Dragon Ball bon enfant, doux, léger, presque Dr Slumpesque. Pour revenir à la mort de Kulilin dans l'anime, le repas commence, il y a même des plans caméra qui sont magnifiques, où on a vraiment l'image qui est un peu en distorsion, comme ça, un peu étirée sur les côtés, où les visages sont déformés, et Goku il est pas dans son assiette. Goku d'habitude, tu lui fous une assiette de bouffe, il la dévore. Et après il te regarde, il dit tiens Kulilin, je t'en ai laissé, puis il lui laisse un morceau. Tu vois, normalement Goku c'est ça, il a tout bouffé, il me dit tiens, je me suis retenu, je t'en ai laissé. Et là tout le monde tombe à la renverse. Normalement un gag dans Dragon Ball se passerait comme ça. Or là Goku, il voit son assiette, elle est pleine, il attend Kulilin, et il y a quelque chose qui va pas. Il écoute pas les autres, il est absent en fait. Il est là, mais il est absent. Son esprit n'est pas parmi les autres. Et là, d'un seul coup, il a un sursaut, et il se met à courir, et là, il y a une musique dramatique qui se lance, une background music qui est excellente d'ailleurs. Goku court de toutes ses forces jusqu'au vestiaire en criant Kulilin, Kulilin, et là, il le trouve mort. Je trouve cette mise en scène spectaculaire. J'ai longtemps pensé l'inverse. Je l'ai revu récemment. C'est exceptionnel. Mais c'est dire à quel point j'estime la scène du manga, que je trouve encore au-delà. Parce qu'il n'y a pas toutes ces fioritures autour. Il n'y a pas toute cette mise en scène, et c'est encore plus violent. C'est que Toriyama, en 2 pages, il a réussi à faire basculer l'ambiance d'une manière radicale. Et parce qu'on est dans un épilogue, hein. Normalement, c'est pas pendant un épilogue que t'as ce genre de truc dans Dragon Ball, tu vois. Ouais. T'as toujours un épilogue, et puis on part à la suite avec un nouvel élément déclencheur. Et là, en fait, il casse complètement sa construction habituelle pour repartir directement au feu de l'action, quoi. Ouais, tu finis sur un plot twist. Mais quel plot twist, hein. Mais effectivement, l'anime a fait quelque chose de spectaculairement beau et émouvant, et presque même, on n'est pas dans l'horreur, je vais pas aller jusque là parce que ça n'en a pas tous les codes, mais on est dans le... Oui, il l'a pas décapité non plus, hein. On est dans le... Oh, t'as pas besoin de décapiter pour que ce soit horrible, mais on est dans un registre qui cherche sombre. Aussi à faire peur, qui est sombre, qui est noir, qui est particulièrement... c'est un enfant de 13 ans, Kulilin, il s'est fait briser la gueule, quoi. Ah oui, c'est violent. Ça montre rien, mais en même temps, ça reste extrêmement violent. Mais c'est violent dans la mise en scène, en fait, parce que tu vois Goku, en fait, comme le tu fait l'as jamais qu'on vu. voit pas la mort, ça la rend encore plus violente aussi, hein. C'est vrai, oui. Le fait que la mort ait lieu hors champ. Pendant que tout le monde se ravitaillait et que Goku était absent, c'est ça. C'était hors champ, et pendant que Goku n'allait pas bien, son pote était en train de se faire massacrer. Et le fait que Goku le ressente sans vraiment le savoir, je trouve ça spectaculaire. Je vous invite à revoir cet épisode, je ne sais plus lequel c'est, je vais vous le dire. Continuez, je vous laisse meubler, je vais regarder ça. Moi, je vais juste dire que justement, moi, je suis toujours un anime fanboy, donc forcément, je vais régulièrement préférer l'anime au manga, mais même si dans le manga, vous avez tout à fait raison, c'est d'une violence, on a compris ce qu'on voulait dire, c'est une violence extrême dans le sens où effectivement tu tournes la page et tu le vois mort d'un coup, ça te fait un choc, vraiment un gros choc, quoi. Mais je sais pas, comme tu disais dans l'anime, ça rajoute beaucoup de choses. Mais je trouve que d'un coup cette ambiance un peu parce que là c'est l'ambiance de victoire, Goku a pas gagné mais presque, hein. Bon, s'il y avait pas une camionnette, il aurait pu gagner. Donc t'as une bonne ambiance, comme d'habitude ils vont aller manger. Kame Sennin va se faire ruiner parce que c'est lui qui paye à chaque fois, le pauvre. Mais du coup effectivement d'un coup ça il y a un truc qui change, l'atmosphère qui devient pesante.
Évidemment, toute la mise en scène est au service de cette atmosphère pesante, hein, les BGM, la mise en scène, les mêmes, effectivement, comme tu dis, la déformation un peu d'image, j'avais oublié ça. Alors et moi j'aime beaucoup cette truc, ça t'oppresse pendant un moment, puis tout d'un coup, paf, t'as encore... Il y a un truc que je regrette, c'est que je viens de revoir la scène là brièvement. Alors c'est dans l'épisode 101 de Dragon Ball. Il y a presque 5 grandes minutes de mise en scène. Il y a juste un truc que je regrette, c'est que quand Goku est à table comme ça, il entend Krillin crier Goku, tu vois. C'est de trop ça. J'aurais préféré que ce soit simplement son instinct qui le conduise à aller voir. Or là, il y a vraiment Krillin qui... Peut-être que Goku l'a imaginé, hein, c'est pas correctement mis, c'est pas exprimé clairement, mais... Je pense que c'est imaginé, ou alors c'est un truc... Oui, le fantôme de Krillin. Ouais, voilà. Si il se fait appeler, c'est effectivement un peu le trou. C'est un peu dommage. Mais, mais tout le reste est exceptionnel. Grosse claque. Rien que les images m'ont refilé des frissons. Pourtant, comme je le dis, je préfère le manga. Mais c'est dire que là, c'est tellement oppressante, je trouve. Voilà. En plus, je l'ai revu en muet pour pas gêner le podcast. Donc, vous dire que simplement l'image est très 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 bien. Mais voilà, en tout cas, la mort de Kulilin, la première, elle sera souvent, les morts de Kulilin seront souvent moquées dans la communauté. À savoir que Piccolo est mort. À savoir que Piccolo et Vegeta sont morts autant de fois que Kulilin et on n'en parle pas autant. Voilà. Eh oui, que tu veux. Ouais, c'est pour ça qu'au tout début du podcast, je disais que c'était un personnage un peu sous-estimé, un peu. Bien sûr. On aime un peu en s'en moquer. De moins en moins. Oui, je trouve aussi. Par contre, Yamcha, il est toujours vu comme un giga loser. Mais Yamcha, il y a de quoi en vrai. On pourra en parler une autre fois. Ouais. Si tu veux, on te réinvitera pour le podcast sur Yamcha, si tu veux. Avec plaisir. Je serais content qu'il revienne, on pourra en parler parce que. Ouais, mais Kulilin, voilà, ça. Ça vous a fait quoi quand vous avez découvert sa mort? Peut-être que vous en souvenez, peut-être pas. Après tout, moi, je me souviens plus trop, mais. Non plus, j'avoue. Surtout que Dragon Ball, j'ai vu ça bien après, en fait. Ouais, je vois, comme moi. Club Dorothée, je crois que, je sais plus, ça passait pas quand tu allais. Donc, moi, j'ai un souvenir, lié à ça. J'étais petit, hein, j'avais moins de 10 ans. Je me souviens du regard terrifié de Kame Sennin quand Oolong dit j'ai trouvé un symbole avec un texte sur par terre sur le corps ou je sais plus quoi. Là, il y avait un kanji en fait c'est le kanji du démon, je pense. Le kanjima, de Daimao. Kanjima qui signifie effectivement maléfique, démoniaque. Et je sais plus quel est le texte de la bulle, parce que c'est la première traduction à l'époque du manga que j'avais, donc j'ai plus du tout idée du truc, mais il me dit le symbole du diable avec un cercle. Et là, Kame Sennin, il y a un plan où il est au premier plan, comme ça en bas de la case, il est au premier plan et Oolong est derrière. Et on voit son regard comme ça, terrifié, avec la goutte de sueur, les lignes comme ça qui vont zoomer sur son visage. Et là, tout de suite, Kame Sennin, pour la première fois, se précipite. Il perd son sang-froid, il se précipite. Quoi, comment ça, fais-moi voir? Et là, on voit le truc, il tremble. Il y a toutes ces espèces de lignes pas de lignes, mais les contours qu'on a à l'arrière de la case, là. Exactement, ces espèces de tourbillons. C'est une des premières fois qu'on les voit, ouais. Ouais, ces espèces de tourbillons que Toriyama met à l'arrière-plan de ses cases plutôt que de faire un paysage pour montrer l'effroi, on les voit, et ça m'avait marqué, ce regard. Ce visage comme ça, marqué, pâle. Ces gouttes de sueur qui perlent comme ça. Kame Sennin, terrifié par ce qu'il vient de voir, et il te dit c'est l'emblème du démon Piccolo. Et alors là, on est parti, on est entré dans l'horreur. Le démon de sa jeunesse est revenu. On ne sait pas encore comment. On découvre par après que c'est Pilaf. Merci mon gars. Mais ouais, ça m'a beaucoup marqué. On enchaîne avec deux énormes chocs dans la lecture, la mort de Kulilin et puis l'apparition comme ça, la peur de Kame Sennin et l'apparition du démon Piccolo. Et ouais, c'est vraiment un passage que j'aime énormément relire et revoir dans l'anime. Bon, Kulilin décédé. Pardon, je digère, pardon. Mais du coup, Kulilin décédé, on va pouvoir passer, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à ajouter. Nick, on parlait de la préférence entre le manga et l'anime sur cette scène. Moi, en tant que vieux manga nazi, je vais pas faire j'ai déjà parlé un petit peu de ce que je pensais au niveau du regard. Moi, évidemment, c'est un truc qui m'a énormément choqué. Je pense que, en fait, la première fois que j'ai vu ça, je pense que j'ai eu tellement d'empathie, en fait, pour Krillin, que je pense que si aujourd'hui Krillin est mon personnage préféré, c'est très certainement dû
à ce que j'ai ressenti. Enfin, beaucoup de gens, la deuxième mort de Krillin, elle les a beaucoup plus marqués parce qu'il y a Goku qui se transforme en SSJ. Mais moi, celle-là, tu vois, en plus, j'étais jeune, quoi, quand j'ai vu ça. J'avais quoi? Je devais avoir 9 ans. Ouais. Et on voyait jamais des personnages mourir dans les dessins animés à la télé. Moi, ça m'a vraiment marqué. Enfin, c'est une des premières fois que je voyais un des personnages d'une de mes séries mourir, quoi. Et puis, tu vois, comme on n'avait pas toute cette continuité, tu vois, si ça se trouve, j'ai vu ça. En fait, on c'est pas comme aujourd'hui, tu sais, où t'avais tous les coffrets et autres, quoi. Ouais. De temps en temps, t'arrivais à voir un épisode. Ouais. Donc, tu vois, tomber sur l'épisode de l'amour d'Upa, de Bora, ouais. Je pense pas que ce soit quelque chose d'extrêmement marquant parce que tu voyais le personnage mourir. Enfin, on voyait des personnages mourir dans les dessins animés. Mais si tu veux, Dragon Ball, on s'en faisait une image aussi par rapport aux affichettes qu'on voyait, aux affiches des magazines, les couvertures des magazines. Donc on savait que Krillin c'était un personnage important, pas parce qu'on avait vu le dessin animé, mais parce qu'on connaissait un petit peu l'univers autour. Personne à ce moment-là n'avait vu tout Dragon Ball à la suite. Tout le monde avait raté des épisodes, repris au milieu, etc. Tu vois. C'est comme ça qu'on suivait les animes à l'époque. On se faisait pas un anime d'un coup, quoi. Non, et du coup, de voir tomber sur un épisode où t'as le personnage principal qui meurt, ouais, ça fait wow, tu vois. Ouais. C'était vraiment marquant, quoi. Énormément d'émotions pour ma part. Ouais. On va avancer, je pense qu'on va passer au 23e Tenkaichi Budokai, sa résurrection, son retour. Voilà, parce que je pense que la saga Piccolo Daimayo, on peut pas dire grand chose, il est mort, donc... il est mort, il est RIP, il revient à la vie, et il retrouve Goku, et il le serre dans ses bras. Je trouve cette scène chaleureuse, je trouve cette scène touchante. Ouais. Je trouve cette scène, YouTube est très, très bien aussi d'ailleurs. Je la trouve, c'est émouvant sans en faire trop. Oui, et mais c'est ça qui est bien suffisant. Je me dis ça depuis un moment, c'est bon comme on dit, Krillin c'est peut-être pas énormément de trucs, mais surtout, je pense qu'on l'apprécie, surtout comme moi, comme ça que je le vois, c'est pas tous les petits signes d'affection qu'ils ont entre eux. Bon, pendant les Tenkaichi Budokai, ils s'encouragent l'un envers l'autre quand c'est leur combat à eux. Bon, quand ils se rencontrent tous les deux, finalement, bon, là, il y a une espèce de rivalité saine, comme ça, qui s'engage. C'est tous ces petits machins que je trouve qui rendent le personnage... Tout à fait. Et qui rendent le personnage attachant, et c'est là du coup je pense que la mort sa mort est plus impactante parce que t'as appris à l'apprécier via ces petits détails par-ci par-là. Et ici c'est pareil quand il revient à la vie et qui saute sur Goku pour le prendre dans les bras, c'est ça qui rend le personnage vraiment attachant, et c'est ça que j'aime bien, ces genres de petits détails. C'est con parce que je pense que la scène elle doit durer 2 secondes, mais c'est 2 secondes importantes, quoi, je trouve. Voilà, en fait, il y a un truc qui est hyper intéressant. Là, j'ai la scène sous les yeux. C'est que pendant le moment où Krillin reconnaît Goku et qu'il lui saute dans les bras, bon, déjà, c'est celui qui témoigne le plus d'émotion vis-à-vis de Goku, effectivement, pour 10 ans. Mais en fait, pendant les 4 cases où Krillin reconnaît Goku, il n'y a pas de fond. C'est blanc dans la case. Alors que avant et après, on a le décor de Tenkaichi Budokai, des gens, de la foule et tout. Juste pendant ce moment-là, et même c'est accentué par le fait qu'il y a une case où les personnages sont limite petits et il y a vraiment du blanc autour d'eux. C'est comme si, enfin, je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'intensité à la scène dans le manga. Le fait que, comme s'il y avait plus qu'eux et que le monde autour n'existait plus. Exactement, c'est ça. Ils sont presque sortis de ce monde-là parce que le dessin, l'art veut mettre l'emphase, l'accent sur les regards, sur les émotions, sur ce qui transparaît dans leur expression non verbale. Et c'est exactement ça, effectivement. Ils sont comme sortis le temps s'est arrêté, ils se sont retrouvés et c'est une place d'émotion très courte, mais tellement forte par le dessin et par ce qui se passe réellement au sein de l'histoire. Et effectivement, ouais, j'ai bien souvenir que Toriyama avait mis l'emphase sur les regards et l'expression des personnages
au-delà de ce qu'ils disent l'expression, le physique, ce que dit le corps, ce que disent les visages, ce que disent les expressions. Là, ici, il a réussi à retirer le fond pour que vraiment qu'on se concentre sur les personnages et pas qu'on soit distrait, entre guillemets, par un fond qui serait, bon, c'est joli, mais en même temps, ça gênerait un peu ça ne servira à rien. Voilà, ça servira à rien. Dans ces cas-là. Ça gênerait un peu l'intensité du truc. C'est vrai que, parfois, on respecte qu'il n'y ait pas de fond derrière parce que machin, bon, on a un autre auteur qui s'appelle Togashi qui adore faire ça, mais aussi, mais c'est parfois, bon, c'est un peu par rapidité, mais aussi c'est parfois par intérêt parce que bon, il faut se concentrer sur les personnages et pas ce qu'il y a derrière. On commençait à regarder la petite mouche qui vole derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est vrai qu'on n'y pense pas à ces genres de trucs-là, mais c'est. On n'y pense pas, mais on le remarque. Mais on le remarque. Notre subconscient le remarque. J'en suis certain. Je serais d'avis de passer au combat de Kulilin parce qu'il perd en quart de finale contre Piccolo. Ah oui. Contre la réincarnation d'un envoyé qui est responsable de sa mort. Déjà, puis bon, oui, c'est pas de chance, il tombe déjà sur Piccolo Daimao, enfin Piccolo Junior. Hein. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que c'est un combat quand même. Où encore une fois, Krillin, quoi, il sent bien, je pense il me semble qu'il sent bien que l'adversaire est quand même plutôt bon. Mais quand même, du coup, il va au combat, il teste quand même ses trucs. C'est un gars qui abandonne pas malgré l'adversaire qui semble plus fort que lui. Ça, c'est quand même bon, c'est très esprit shonen, hein, mais c'est quand même une qualité, quoi. Le gars, il va pas. C'est pas une poule bouillée, quoi. C'est nécessaire que Krillin tombe contre Piccolo Daimao à ce moment-là, bon, pour plein de raisons. Mais il y a, au-delà du fait que Piccolo dit, ouais, voilà, c'était un sacré combattant, machin bidule, ok, bon, bah, ça c'est pour redorer un peu le blason de Krillin, malgré sa défaite. Mais il y a un élément qui est extrêmement important pour l'histoire. C'est qu'à un moment donné, Krillin doit être au ring et il pratique la danse de l'air. Oui. Et c'est extrêmement important dans la construction générale de ce qui va nous être raconté pendant ce tournoi. Et c'est un des éléments qui fait que c'est très certainement l'arc le mieux écrit de Dragon Ball, parce que là, Krillin va pratiquer la danse de l'air, donc c'est normal de pouvoir pratiquer la danse de l'air. Et quand Goku se retrouve exactement dans la même situation face à Tenshin Han, il va se sortir en faisant son espèce de toupie. Et il la pratiquera pas jusqu'à la toute dernière scène. Oui. Mais sans cet élément, le final du Tenkaichi Budokai, c'est un Deus Ex Machina. Avec cet élément-là, ça rend la fin incroyable, en fait. Nouveau, on disait tout à l'heure, il y a des petits éléments du scénario qui font la différence entre quelque chose de simpliste et quelque chose de simple. Ben ça, c'est simple, mais en même temps extrêmement efficace, quoi. Oui. J'avoue que j'y avais jamais pensé, mais c'est en fait très bien vu, en fait. Et c'est très con, mais en même temps, ça te sort. Ça tient à rien du tout. Tu sors pas la technique de nulle part, quoi. Tu as déjà vu un personnage le faire, donc tu te dis bon, ok. C'est logique. C'est logique, quoi. C'est très bien vu, ça. J'y avais jamais pensé. Et c'est à ça que sert Krillin dans cet arc, hein. Sinon il n'y a pas grand chose de raconter. Et pour le reste, c'est un faire valoir. Faire valoir. J'aime bien, ça te citer faire Piccolo, mais c'est vrai que bon, il perd en quart de finale, donc forcément, il est plus vraiment très important pour le scénario par la suite. Mais tu vois, c'est vraiment nécessaire parce que la finale c'est Piccolo Goku, c'est normal. Oui. La demi c'est Piccolo contre Shen, c'est normal. Et du coup, le seul moment où tu pouvais mettre en place cet élément de scénario, c'était sur ce cas. Oui, non, c'est vrai que et en même temps, comme tu dis, c'est important quand même. Dans un sens, ça paraît secondaire, mais finalement, tu te dis qu'en fait, pour la suite, c'est finalement très important quand même. Donc, il a son importance. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la considération qu'a Piccolo pour lui, malgré que Piccolo soit encore mauvais à ce moment-là. Il lui dit plusieurs fois, tu es coriace. Et à un moment donné, quand il l'envoie, il s'encastre au sol. Il fait j'ai mis trop de force, je l'ai tué. Moi qui commence à m'amuser. Et Kulilin se relève. La tête de Piccolo, il est décontenancé. Et à ce moment-là, Piccolo se fait une réflexion. Il fait donc
Kulilin abandonne parce qu'il est beaucoup trop mal fichu à ce moment-là. Goku vient l'encourager, tout le monde l'applaudit, et t'as Piccolo en pensée qui se dit j'ai comme l'impression que je ne vais pas conquérir le monde aussi facilement que je le pensais. C'est ce que j'allais dire, c'est que Piccolo il avait l'impression d'être le plus fort, mais pas vraiment en fait. Ouais, c'est Kulilin qui l'a fait douter de lui-même. Kulilin a réussi à faire douter Piccolo, la réincarnation de Piccolo Daimao. Donc il y a une marge de progression qui était là, mais Kulilin est allé au-delà des attentes du lecteur, certainement, parce que le lecteur se dit, à ce moment-là, à la fin de l'arc Piccolo Daimao, quand Piccolo Daimao est mort et que Goku l'a vaincu, l'a transpercé, et que Piccolo Daimao se réincarne en Piccolo avec cet œuf, personne ne peut supposer que Kulilin lui-même, qui n'est pas encore ressuscité en plus, va pouvoir revenir à la vie et va pouvoir se hisser à un niveau tel qu'il pourra faire douter la réincarnation du démon lui-même. Son progrès est extrêmement bien écrit en fait. Piccolo sert de faire valoir à Kulilin alors que c'est lui qui a gagné. Vous vous rendez compte de l'habileté de l'écriture. C'est vrai que quand tu vois ça comme ça. Du coup, je pense qu'on peut passer à Dragon Ball Z. Hein. Moi, oui. Sauf s'il y avait quelque chose à rajouter de plus. Hein. Je pense que dans les fillers de l'anime, il fait pas grand chose, puis qu'il est pas là. Hein. Il va pas être. J'ai un dernier truc à rajouter parce que ça m'est venu là en jetant un petit coup d'œil sur mon petit dossier Krillin que j'ai sur mon ordinateur que j'ai rouvert. Ouais. En fait, ouais, j'ai rassemblé un dossier où j'ai toutes les images de Krillin dans le manga. Enfin bref. Je reconnais là un bon fanboy. En fait, il y a un truc qui vient de me frapper. Je me suis étonné plusieurs fois de dire, ben voilà, Krillin est marquant à ce moment-là, la mort de Krillin marque, mais c'est que, en fait, pendant les TB, et pendant la partie ruban rouge, très souvent, Krillin a un rôle qui consiste à dire ce que le lecteur pense. Tu vois, typiquement, l'image qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est à un moment donné quand Goku se bat contre Chichi, il dit ah oui, c'est bien ce que je pensais. En fait, Goku et Chichi se connaissent. C'est vrai. Et très très souvent, il va prononcer un truc que le lecteur est déjà en train de se dire inconsciemment suite au dessin de Toriyama. Oui. Et ça renforce en fait l'association dont tu parlais tout au début quand tu parlais de l'entraînement avec le côté imparfait de Krillin, que c'est très facile de s'identifier pour le lecteur de s'identifier en fait à Krillin. C'est vrai que du coup, c'est le mec qui est pas au niveau de Goku, mais qui est quand même là et puis qui donne son maximum, quoi. Oui, c'est ça. Comme le lecteur constate certaines choses, Kulilin va aller lui confirmer, et du coup, on ne peut que se sentir proche de lui puisqu'on se retrouve dans ses textes, dans ses paroles, dans ses répliques. C'est très bien vu, effectivement, je n'avais jamais abordé le personnage de Kulilin sous cet angle, mais je pense que tu soulèves quelque chose de très 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 intéressant. Je pense que ça mérite que je refasse une lecture de Dragon Ball en me focalisant sur cette position du personnage par rapport au lecteur. Si c'est ça, Toriyama a réussi un coup de génie, et à nouveau on reste dans quelque chose de tellement simple puisque ça tient à quelques bulles. Je pense qu'on va pouvoir passer à l'arc Raditz. Voilà. Bien que j'aimerais dire quelque chose à ce moment-là, c'est à partir de son apparition dans le 23e Tenkaichi Budokai que Kulilin va être beaucoup moins gaguesque dans le manga. C'est là qu'il il a grandi, quoi. Il y a 5 ans, c'est passé. 3 ans entre l'arc Piccolo Daimao et l'arc du 23e Tenkaichi Budokai, donc dernier tournoi remporté par Goku. Dernier tournoi en tout cas de l'enfance de Goku. Et c'est à partir de là qu'il n'est plus gaguesque, c'est à partir de là qu'il n'est plus utilisé pour servir l'humour de Dragon Ball, en tout cas plus de manière aussi grossière, plus de manière aussi gaffeuse. Alors ça arrive qu'il commette encore des erreurs et que ce soit rigolo, même dans le manga. Voilà, il a quand même un côté un peu encore une fois, comme il dit, un peu humain, dans le sens où il a des réactions humaines, et bon, parfois un peu gay. Mais c'est clair que c'est pas... mais dans le manga, il est pas le gars qui va tomber la tête dans le sable et qui va offrir un truc porno, quoi. Il y a ça, mais dans le manga, il est quand même beaucoup plus mesuré dans ses blagues. Il est beaucoup plus, enfin dans ses faits et gestes, j'ai envie de dire, que ce soit ce qu'il dise ou que ce soit ce qu'il fait, c'est beaucoup plus mesuré dans le manga à partir de ce moment-là que ça ne l'était avant, et il a grandi effectivement. Par contre, l'animé continue d'en faire des tartines et des tartines dans tous les sens et tous les azimuts.
c'est le clown de la bande dans l'animé, et dans le manga, regardez bien, l'écriture change à partir du 23e Taikeichi Budokai, où là, il n'est plus le personnage gaguesque, aussi gaguesque qu'il était avant. Voilà. Il y a ce changement. C'est dû au fait qu'il est mort une fois, en fait. Je pense tout simplement. Et puis au fait que le récit est en train de grandir. Le problème, c'est que les réalisateurs d'animé, ils se conforment à des... Enfin, je veux dire, on parle quand même de Dragon Ball, quoi. C'est un truc qui est grand public, qui touche un max de monde. On est dans Z, et dans toutes les séries d'époque, t'as ce qu'on appelle un comic relief, quoi. Oui. Je veux dire, tu vois, c'est Nono dans Ulysse 31, puis on va retrouver ça dans Dragon Ball GT d'ailleurs, ce sera Guile, tu vois. Oui. Et dans toutes les séries de l'époque, on a un mec qui est comme ça. Et là, du coup, ils ont décidé que Krillin, il allait se prendre des arbres en volant, qu'on allait lui renverser des trucs sur la tête, et qu'on allait en faire le Looney Tunes de la bande, quoi. Le mec qui peut tout ramasser dans la gueule. Il a glissé sur une peau de banane, tu vois. Tandis que dans le manga, Krillin, il a grandi, tu vois. C'est le mec qui a de l'expérience, qui se bat depuis le début, qui se fait pas avoir, même si, et c'est vraiment son leitmotiv, même s'il est pas à niveau, il tente jusqu'au bout, et il veut compenser son manque de puissance par sa technique et voilà quoi. Non, c'est ça, mais ça reste dans son caractère non, malgré que il est clairement dépassé par Goku, Piccolo, Vegeta quand il viendra, ou même Raditz, hein, tu vois. Mais il continue à être là, il est présent malgré tout, et ça c'est... en attendant, tu vois, Piccolo il meurt face à Nappa, et puis pas lui. Oui. C'est vrai. Il sauve même Gohan d'une attaque de Nappa avec l'apparition de sa nouvelle technique, le Kienzan, qui devient sa technique signature même. C'est tellement stylé, c'est incroyable. Et pourtant, il en balance des techniques dans l'Arc Saiyan. Alors bon, contre Raditz, à part se prendre un coup de queue et puis servir de plot twist au début avec la rencontre de Goku, il fait pas grand-chose. Hein. Non, c'est clair. Mais par contre, contre les Saiyans, il en balance. C'est lui qui défonce tous les Saiyaman là, avec sa technique. Elle est trop stylée de fou. Hein. Oui. Ah non. Il y en a un qui survit parce qu'il échappe à la technique, puis c'est Piccolo qui l'achève. Mais je veux dire quoi, il se fait 3 Saiyaman sur les 4 qui restent. Ah non, il déchire vraiment. Effectivement, mais ça claque quand même. Il est bête, mais la technique est stylée, quoi. La technique est magnifique. D'ailleurs, Nappa, je sais plus si c'est Nappa ou Vegeta qui dit c'est très lent, c'est très puissant, mais c'est très lent. Comme attaque. Oui. Et en fait, c'est un leurre. Même eux se font baiser, en fait. Parce que Kulin fait monter l'attaque, il la sépare en l'air. Et en fait, les cibles, c'est tout long, en fait. C'est pas juste les Saiyans, tu vois. Et même eux se font baiser. Voilà, il a une panoplie de techniques quand même assez incroyable. Il te sort ce qui tue les Saiyaman. Je pense pas qu'il ait jamais nommé cette technique. Je pense qu'elle porte un nom dans le dictionnaire de Dragon Ball ou dans d'autres databooks. Mais Monsieur le fanboy de Krillin, vous savez pas, là? En bon manga nazi, si c'est pas dans le manga, je sais pas. Non, c'est bien. Tu es fidèle à tes convictions. Moi, il y a quelque chose que je trouve génial, c'est que c'est lui que Goku choisit pour porter le Genkidama contre Vegeta. Ouais. Bon, il restait Yajirobe. Parce que Gohan ne peut pas le faire. Voilà, il restait Gohan et Yajirobe, donc bon. J'adore Yajirobe, c'est mon terrien préféré. Il savait que lui, mais il a pas le level. Mais il a pas le level, donc clairement pas. Justement, il faut voir un entraînement, une certaine maîtrise. Bon, à noter que normalement, il y a seulement quelqu'un qui a le cœur pur, qui peut manier le Genkidama. Or, Krillin, on sait qu'il peut pas monter sur le nuage magique, mais là, il peut le faire. Donc après, c'est ouvert à toutes les discussions, est-ce qu'il s'est amélioré, tout ça, différents niveaux de pureté. Ouais, je soupçonne que c'est plus le scénario qu'il y a besoin de quelqu'un. Alors, parce qu'effectivement, Gohan, même s'il le repousse, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas la maîtrise nécessaire pour maîtriser autant d'énergie. Voilà, donc bon, finalement, quand même, face à l'hécatombe qu'elle n'a pas, il reste effectivement, comme disait Nick, plutôt... Même Vegeta, à un moment donné, dit c'est pas mal ce qu'il fait, niveau mouvement, et puis vraiment, il s'en sort bien. Hein. Ouais. Nappa va l'avoir à coup de puissance brute jusqu'à réussir à le choper, mais il va devoir s'y reprendre à plusieurs fois. Après, c'est clair que la fois où il le chope, Krillin, il déguste d'un bon coup sec. Hein. Là, il pas de miracle non plus. Quoi. Ouais. Non, ça c'est... Mais ça, encore une fois, c'est bon, il est souvent reconnu par ses adversaires quand même, comme étant quand même si, bon, on voit bien que pour Vegeta et Nappa, c'est un moucheron, hein, mais quand même, toi, comme dit, les mouvements ou même les techniques qu'il déploie, c'est
c'est un peu le personnage, bon, qui est forcément un peu, il est peut-être pas le plus fort du monde, mais il se démarque par le panel de techniques et par sa volonté quand même toujours d'aller de l'avant. Et c'est comme ça peut-être qu'il survit aussi, hein, finalement. Ouais. Il y a ça. Après, effectivement, il y a aussi son expérience du combat. C'est oui, ça fait un moment qu'il combat quand même aussi. Hein, ça fait un certain temps. Par rapport à Goku, on le découvre presque tout au début de l'histoire. Hein. Il y a que l'arc Pilaf, disons, qui fait pas partie de la présence de Kulin. Enfin, Kulin n'est pas présent à ce moment-là, mais on sait déjà qu'à cette époque-là, il s'entraînait au Temple Aurine, donc il a une sacrée expérience. Et il pense tout de suite, il a les bons réflexes. Gohan, mets-toi de côté, il faut pas qu'il nous entende, on va essayer de l'avoir. Tu vas faire diversion, je vais lui couper sa queue de singe, il redeviendra humain. En fait, il a les bons réflexes, il connaît tout ça, cette expérience. Gohan ne l'aurait pas eu, Yajirobe ne l'aurait pas eu. Finalement, c'est Yajirobe qui dénoue cette situation. D'ailleurs, ils sont doublés par la même CU, hein, Mayumi Tanaka, Kulilin et Yajirobe. Mais en tout cas, oui, il a ce réflexe Kulilin contre Vegeta de sortir un petit peu d'aller directement à l'essentiel, de dire bon, pas prendre de risques, on va pas se faire repérer, on va essayer de le rendre humain, il sera plus facile à gérer, il sera moins fort, peut-être que Goku pourra nous venir en aide, apparemment non, il analyse la situation, Goku est trop blessé, il pourra pas répondre, il pourra pas... D'ailleurs, c'est un peu un prémisse de ce qui va se passer dans Saga Namek, d'ailleurs. Oui. Au moment où Piccolo n'est plus là, Krillin, c'est lui qui lead, en fait. Ah oui. Clairement, oui. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui repère... C'est lui qui note... Enfin, c'est lui qui trouve l'idée d'aller sur Namek où il pourrait y avoir des Dragon Ball. Exactement. Enfin, c'est le mec, à partir du moment où Piccolo n'est plus là, c'est le mec un peu sage et malin de l'équipe. En fait, Krillin, en fait, le truc, c'est que... Et ça lui reste du tout début, en fait. C'est pour ça que j'avais un peu insisté. Krillin... c'est pas seulement le mec fourbe, mais c'est le mec malin. C'est-à-dire que quand il voit qu'il n'est pas au niveau, et puis c'était déjà un peu ça avec la pierre pendant l'entraînement de Kamséline, il voit qu'il n'est pas au niveau, qu'il va pas réussir à avoir Goku sur le principe de la puissance brute, alors il ruse. C'est pas le mec qui va ruser gratuitement, c'est le mec qui va ruser si le reste a échoué. Et il fait ça, le Kenzan, c'est une expression de ça. Hein. Ouais. La technique qui fait que les Cyberman, c'est une expression de ça, mais c'est le mec qui est futé. C'est le mec qui, en plein combat, réussit à capter la phrase de Nappa qui fait tiens, t'as vu Vegeta, on dirait un Namek. Oui. Et qui réussit à choper la phrase de Vegeta qui dit ouais, Chuli, on s'en fout, il y aura sûrement d'autres Dragon Ball sur Namek. Oui, c'est ça. Tu vois ? C'est vrai qu'il est malin. Et en plein milieu de l'action, le gars, il a du sang-froid et il note les éléments importants. C'est un cerveau là-dessus. C'est clair que même déjà le Kenzai, hein, même Vegeta a quand même dû dire à Nappa d'éviter parce que bon, Nappa il s'est cru supérieur et tout ça et il dit ouais ça me fera rien. Il a quand même dû l'éviter d'un coup, sinon il avait la côté de couper. C'est un peu fourbe aussi parce que la technique n'a pas l'air extrêmement impressionnante, mais au final, elle est redoutable. Vegeta lui a dit d'esquiver, alors que lui il est quand même bien cheaté quand même à ce moment-là. Ça veut dire que bon. Ils disent que son petit disque. D'ailleurs, le regard de Vegeta en dit long. Il dit, il lui hurle dessus. D'ailleurs, il y a même un écho dans la voix dans l'animé pour insister encore plus. Il dit esquive, imbécile. Et Nappa lui fait confiance tout de suite parce que Nappa n'est que le second de Vegeta. Et il esquive et Vegeta dit mais imbécile, même pas capable de reconnaître la nature d'une technique en la voyant. Et effectivement, la montagne est tranchée d'un coup sec, net. Sans bavure, sans rien, la coupure est extrêmement violente. Oui, le Kenzan, il est redoutable. C'est une des techniques les plus redoutables de l'œuvre. Hein. Frieza sera vaincu par un Kenzan, quoi, à la base. Hein. Son propre Kenzan, d'ailleurs. La queue de Frieza aura été coupée par Kulilin par un Kenzan. Et Frieza esquive, ne cherche pas à lutter contre ça. Je dis, oh. Il essaie pas de l'attraper à pleine main comme a fait Nappa. Il a tout de suite remarqué. Et c'est dangereux. Cette technique est dangereuse, elle ne dépend pas du niveau de l'utilisateur. Il y a que Gohan dans les fileurs de la ligne qui attrape 2 Kenzai à la main. Oui. Ça on aura plutôt, mais... ok, mais... ça c'est abusé, on est d'accord. Après, en soi, la technique, elle a pas sa place, à mon avis, dans Dragon Ball.
Elle est hyper stylée, on la trouve cool, mais si tu te poses 2 minutes puis que tu réfléchis, elle pose un nombre de problèmes scénaristiques absolument hallucinants. D'où la fameuse question puis qu'on a pu voir dans plein de fanfics, où est le combo Taioken Kenzan, tu vois? Parce que à partir du moment où tu as une technique aussi mortelle que le Kenzan, ça fait aucun sens pour les personnages de pas en abuser en fait. Je suis d'accord. Alors l'anime répond à cette question intelligemment, c'est que quand Kulilin pleure la mort de ses 18 et attaque Cell, pas la mort mais l'absorption, il lance un Kenzan qui touche Cell en pleine nuque, et Cell en fait fait juste craquer son cou comme ça calmement, se retourne et continue à s'échauffer comme s'il avait rien eu. Le Kenzan en fait se désintègre et explose littéralement plus loin en fait. Il vrille comme ça, il est voilé, bouf, il explose. Et en fait, il y a un tel niveau de différence entre les deux que la puissance de Cell, son ki, fait que... On est désagrégé, ouais. Pour passer à l'arc Namek, on a relevé le côté brillant de Kulilin et attentif. Oui, un peu les prémices justement de cette saga Namek, parce que mais il devient le leader du groupe, et on retrouve un petit peu de ce tandem Goku-Gohan, de ce tandem Goku-Kulilin avec Gohan-Kulilin. Oui, effectivement, c'est vrai que ça. Déjà, Kulilin n'a pas beaucoup grandi, et Goku avait à peu près la même taille que Gohan, donc déjà dans le graphisme. Ensuite, pour les habitués de l'animé, la voix, Masako Nozawa double autant Goku que Gohan. Et puis après, un autre point, le fait que Kulilin s'est toujours effectivement posé comme l'élément un petit peu intelligent du binôme, et là, bah, c'est lui qui va tout gérer, c'est lui qui va, en l'absence de Goku, en l'absence de Piccolo, c'est lui qui va réussir à gérer et le fait de toujours avoir une Dragon Ball, et le fait de toujours mettre tout le monde à l'abri, de trouver un refuge, une planque, parce qu'il faut échapper à l'armée de Frieza, il faut échapper à Vegeta, et puis après il faudra réussir à tenir contre le commando Ginyu, contre Dodoria, contre Zabon. Ils sont pris en chasse par Dodoria, ils arrivent à s'enfuir, c'est Kulilin avec le Taioken. Contre Zabon, Vegeta intervient, et Kulilin ruse et obtient toujours une Dragon Ball en se souvenant que Gohan, s'il n'est pas là, c'est parce qu'il est venu voler celle de Vegeta dans le lac. Il se dit, on peut bien la donner, de toute façon Vegeta n'aura pas les 7. On en a une autre qui arrive là, Gohan il nous la ramène. Kulilin, c'est véritablement, dans cet arc, c'est lui qui donne des directives, c'est lui qui donne, qui réfléchit, qui va mener littéralement le trio, alors que Bulma est quand même la plus intelligente du trio. Ouais, mais elle a moins de connaissances en combat et en Exactement. C'est-à-dire que Kulilin n'a pas besoin d'être le personnage le plus brillant de l'œuvre en termes de cerveau. Piccolo raisonne mieux que lui, puisque c'est lui que Boo choisit d'absorber en disant j'ai voulu absorber Piccolo parce qu'il me donne une capacité de raisonnement qui est exceptionnelle. Donc Piccolo par le récit, il est présenté comme plus poussé en termes de réflexion encore que Kulilin, mais en tout cas depuis la fusion avec Dieu, l'assimilation. Mais en tout cas, Kulilin à ce moment-là, il n'a pas besoin d'être le cerveau le plus intelligent de la Terre. Ce qu'il sait faire et ce qu'il fait depuis le début, il continue à le faire et à le faire bien et à le faire de manière stratégique et à le faire de manière pertinente et de manière efficace. À tous les niveaux, il a réussi à fuir Frieza, à planquer tout le monde et à obtenir tout le temps une Dragon Ball. Il met tout le monde en déroute en fait. Les plans de Frieza sont contrecarrés, les plans de Vegeta sont contrecarrés, et eux ils sont en bonne santé quand Goku arrive. Bon, il y a le commando Ginyu qui vient un peu contrebalancer tout ça, mais Frieza en est réduit à devoir faire appel à ses forces. Goku arrive quand tout commande Ginyu, Gohan il n'est pas très bon état et Goku Ah, ça va, il a la nuque cassée, c'est bon, arrête de pleurer. Je vais te casser la nuque, tu vas voir ce que ça fait. Bon, mais non, mais tous les os brisés aussi. Mais c'est vrai que jusque-là, quand même, il a réussi à tenir. Ça, c'est quand même. Mais c'est ça que j'aime bien dans cette saga Namek, dans cette première partie en tout cas, c'est que déjà t'as comme Krillin qui va vraiment au devant de la scène. Il est quasiment le personnage principal, si je puis dire, de cette première partie. Bon, il y a Vegeta aussi qui s'incruste après, mais je trouve ça assez intéressant. C'est vraiment un peu même s'il aura un rôle un peu plus tard, mais c'est vraiment, je trouve, la saga où il y a le plus d'implication et de rôle vraiment intéressant. Bon, une fois que c'est Goku contre Frieza, ça va durer 5 minutes.
de Frieza. Et bon, pas dans le manga. Tu devrais lire le manga, il est bien le manga. Oui, mais j'ai déjà lu, tu sais. J'ai toute la parfaite édition dans mon étagère. Bien. Mais voilà, mais bon, une fois que c'est Goku Frieza, bon, tous les autres personnages disparaissent, donc on le voit plus. Mais je veux dire, avant que Goku arrive, c'est vraiment le gars qui est un peu le mastermind de tout, quoi. Même si Vegeta est là et qui n'est pas dénué d'expérience et de stratégie, il arrive toujours à faire les bons trucs, les bons coups. Il arrive à gérer Vegeta entre guillemets, hein, parce qu'une fois qu'ils sont alliés, bon, ouais, faut gérer l'ancien ennemi et tout. Franchement, je pense qu'au niveau du personnage de Krillin, je pense que la saga Namek, c'est vraiment le paroxysme du personnage, je trouve. C'est mon avis, en tout cas. C'est son paroxysme, oui. Et Nick, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Moi, je pense que tout est dit, hein. C'est le moment où Krillin, en tant que protagoniste, il est au centre, en fait. C'est le premier arc où il brille vraiment. Parce que dans la saga Saiyan, il est quand même mis un peu en arrière par rapport à Piccolo. Ouais. Il faut avoir un petit peu plus de recul pour se rendre compte à quel point il est au premier plan, puis qu'en réalité c'est le seul qui se pointe contre les Saiyans avec des nouvelles techniques. Et là par contre, clairement Krillin il brille, hein. Il est efficace. Moi ce qui me séduit vraiment dans le personnage, c'est que c'est un des rares personnages de Dragon Ball qui justement arrive à s'en sortir alors même qu'il n'est pas plus puissant. Ouais. Et c'est un des trucs nouveaux, hein, je disais au début, c'est mon personnage préféré, c'est un des trucs qui fait que c'est vraiment mon personnage préféré, parce que je trouve qu'il y a une qualité d'écriture derrière toutes les actions de Krillin pendant cet arc Namek. Le coup de ressortir le Taioken à ce moment-là, enfin je veux dire, t'as Dodoria qui est en train de les poursuivre, t'es là mais tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire quoi? Quand Krillin dit je vais tenter un truc, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va bien voir sortir de son chapeau? Alors aujourd'hui c'est un peu atténué parce qu'on connaît l'œuvre tellement par cœur que ça nous frappe moins, mais il y a une inventivité qui est celle de Toriyama hein, à la base, mais il y a quand même une inventivité derrière tout ce que fait Krillin. Je trouve vraiment admirable quoi, mais vraiment admirable. Ouais, c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment quasiment Piccolo disparaît, donc c'est vrai que c'était un peu lui le boss du trio Piccolo, Krillin, Gohan dans Saga Saiyan. Une fois qu'il disparaît, c'est vrai qu'il prend vraiment les commandes et franchement c'est intéressant. Ça fait plaisir à voir vraiment le personnage vraiment se coller toutes ces tactiques sont certes pas puissantes, mais ils arrivent quand même à. On revient sur le Taioken, c'est pas une technique puissante dans le sens, mais ça permet quand même d'échapper à un Dodoria qui les aurait étripés, sinon Krillin a un peu de chance que Vegeta arrive à ce moment-là, donc du coup il parle avec Dodoria puis il commence à se battre et tout. Et du coup il en profite pour filer, mais bon, il a quand même l'idée du Taioken, c'est dégueulasse. Clairement Vegeta arrive bien après. C'est-à-dire que Gohan et Krillin se sont planqués après le Taioken. Finalement, Dodoria décide d'exploser toute la zone en se disant bon ça ils en réchapperont pas. Ils se cassent parce qu'ils pensent en avoir fini avec eux, mais Kulilin, Gohan et Dende se sont envolés avant. Ils sont très 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 haut dans le ciel, bien au-delà de l'altitude de Dodoria. Ils le regardent filer et c'est sur le chemin du retour, pensant regagner le groupe de Frieza que Vegeta intervient. Ok, bon alors, j'ai rien à dire. Donc voilà, c'est vraiment une saga vraiment. Parce que Vegeta les aurait repérés, lui, hein, par contre. Hein. Oui, il avait encore son scouter. Ouais, mais je crois qu'il pouvait comme déjà commencer à détecter un peu les. Bien sûr, il y arrivait, puisqu'il le détruit devant Dodoria, son scouter, en disant j'en ai plus besoin, maintenant je sais détecter les ki sans ça. Il le regrette amèrement d'ailleurs par la suite. Oui, il en aurait eu besoin, mais. Parce que quand ils arrivent à masquer leur force, le détecteur est quand même bien pratique, le scouter. Mais ouais. Voilà, donc c'est vraiment une saga, si on a choisi une saga pour Krillin, je pense qu'on choisirait la saga Namek. Alors parlons-en, on va peut-être pas parce que on avance, puis je pense qu'on peut passer directement à ce qui se passe dans la saga Cyborg. Les Terriens, hein, une fois qu'on a les Super Saiyans, sont vraiment de côté. Et pourtant Toriyama va réussir à donner un petit peu d'importance à Tenchin Han d'une part. Bon, Yamcha il va pouvoir se faire poutrer par Gero, c'est stylé. Mais sinon Tenchin Han il va quand même avoir un petit moment avec le Shin Kiko contre Cell. Et puis, celui qui a vraiment une histoire qui est racontée pendant l'arc Cell, c'est Krillin, qui du coup a une histoire très humaine. Hein.
qui est une histoire très humaine, c'est ce qu'il va vivre avec ses 18, quoi. Oui. Ah, son premier amour. Et moi, j'adore, la scène de la télécommande. Pour moi, si je devais retenir une scène de tout l'arc, c'est pas le moment où il pète les plombs pour attaquer Cell. Ça, je trouve, les limites un peu pitoyables. C'était complètement désespéré. C'est justement pas le Krillin que je connais. Par contre, la scène de la télécommande, je la trouve vraiment incroyable parce que elle montre vraiment toute l'humanité, quoi. Je veux dire, le mec, il fait un choix entre la perspective de l'amour, parce que c'est pas comme si c'était sa meuf, c'est 18 à ce moment-là. C'est juste qu'il a des sentiments qui sont extrêmement déjà ambigus pour la nana, et l'avenir de l'humanité. Ouais. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyable, c'est irrationnel, tu vois, de faire le choix que fait Krillin. Oui. Il n'y a rien de rationnel là derrière. Et en même temps, je trouve ça incroyablement juste humain. Oui. Pour une fois, oui. Juste humain. Et je trouve que le message qu'il y a là derrière est incroyablement puissant. Parce que tu vois, sur cette scène, tout le monde se moque de Vegeta qui laisse Cell se transformer, quoi. Par contre, parce que Vegeta le fait par orgueil. Oui. En revanche, il n'y a jamais personne qui va rien dire à Krillin. Il l'a fait par amour, tu vois. Ouais. Et je trouve ce passage, je pense que c'est un des passages les plus intelligents et les plus intéressants de tout Dragon Ball, en fait. C'est très simple, encore une fois, comme très souvent. Oui. Un petit bisou échangé sur une route. C'est d'une puissance incroyable. L'enjeu. Ouais, il y a ça. En fait, Kulilin a été le seul à voir en ces cyborgs ce qu'il reste de leur humanité. C'est assez rare avec ses 16 après d'ailleurs. Oui, et... lui, ses 16, il n'est pas vraiment humain. Il est effectivement troublé par ce petit bisou sur ce bord de route. Il est troublé parce que C17 et C18 épargnent leurs adversaires, et C17 va dire donne-leur des senzu parce qu'ils sont en train de mourir. Et Kulin dit mais vous les tuez pas, pourquoi, vous êtes au courant pour les senzu? Il nage en plein quoi, mais qu'est-ce qui se passe sous mes yeux? Mes ennemis, ceux devant lesquels je tremble tellement que je n'ose pas prendre part au combat, bien que ça n'aurait rien changé, il le dit, il le sait, il en est conscient de ses limites. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il nous épargne, mais quoi? Il assiste à ça, les autres sont dans le coma, là, ils sont en train de voir leur vie défiler devant leurs yeux, et Kulin les ranime et leur explique, ils étaient au courant pour les senzu, mais il ne leur parle pas de cette humanité, du fait qu'il les ait épargnés, etc. Vegeta en a conscience en disant ils m'ont pas tué, ils vont le regretter, gna gna gna, donc l'orgueil, l'orgueil blessé, là, il piquait dans sa fierté, etc., etc. Mais Kulilin est le seul à ce moment-là à voir leur humanité transparaître derrière la transformation que leur a fait opérer Gero en les robotisant, pas vraiment robotisés, mais en les cybernétisant, disons. Et je trouve ça très fort, et même quand il décide d'aider numéro 16, C16, à 2 reprises, quand il essaie de le ramasser par terre, ça c'est dans l'animé, avec ses 18 pour échapper à cette seconde forme avant que ses 18 se fassent absorber, quand il décide de ramener ses 16 à la capsule corporation pour que Bulma le répare et Dr. Brief le répare, à ce moment-là, Kulilin est très humain envers eux, surtout envers ses 18 pour qui il éprouve de plus en plus de sentiments concrets, où il y a ce choix irrationnel au moment avec la télécommande, le désactivateur, le fait de est-ce que je la désactive et on s'en débarrasse et celle ne devient jamais, ou est-ce que j'écoute mes sentiments et je les laisse parler et parler aussi l'humanité qui est en moi, je lui laisse la vie. Il fait le choix de la laisser en vie, de se dire non, je peux pas, il détruit la télécommande de son ami Bulma, avec qui il est parti sur Namek, avec qui il est allé explorer la caverne des pirates avec Goku. Bulma, il la connaît depuis qu'il est tout petit, Kulilin, donc il renonce à ça pour ses 18, et à la fin du Cell Game, quand ses 18 revient, Kulilin va, donc Goku se sacrifie, Kulilin va, dans un premier temps, réconforter Gohan en lui disant que Goku est mort le sourire aux lèvres,
qui était fier de son petit garçon qui avait bien grandi et qui était devenu très fort. Il est parti avec cette image sur son visage, de la fierté. Et il remonte le moral à Gohan aussi en lui disant, sans toi, on y passait tous, tu nous as tous sauvé la vie, même si Goku est mort, bah, il est mort fier de toi. Donc t'as pas à t'en vouloir, ne te blâme pas plus que de raison. Et après il se dirige vers C-18 et il la ramasse. Et Vegeta dit, je sais pas ce que tu comptes faire de Cyborg, mais si elle est en vie, tu la tues. Et Kulin va dire, mais si tu les connaissais, ils sont pas si méchants que ça en fait, ces cyborgs. Personne ne réagit, ni même Trunks, ni même Vegeta, personne. Ensuite, ça le revient. Et C-18 n'a pas encore repris connaissance. En revanche, après le Cell Game, une fois que Cell est vaincu, le dernier souhait, Kulilin revient sur le devant de la scène et demande à Shenlong de supprimer, de doter les explosifs, les bombes qui se trouvent dans les corps de C-17 et C-18. Et pas drôle de vivre avec une bombe à l'intérieur. Exactement, il a ce côté très humain, très bienveillant. Il est blessé parce que C-18 vient de lui mettre un énorme râteau. Lui, il s'est démené pour lui sauver la vie, il l'a aidé, il l'a épargné. C'était un peu triste pour lui. Elle s'est cassée comme ça et elle lui dit à bientôt. Yamcha essaie de le réconforter en disant, elle t'a pas dit adieu, mais à bientôt, frère, respire. Et du coup, Kulin, il est là, ils appellent le dragon à ce moment-là, Shenlong, et c'est là où il y a ce deuxième souhait. Et Kulin, en fait, il laisse sa place. Alors évidemment, il commet une gaffe parce qu'il ne sait pas que C-17 et C-18 sont frères et sœurs. Et il lui dit, bon, puisque de toute façon, en gros, il le dit pas comme ça, c'est du sous-entendu, hein, c'est implicite, mais puisque de toute façon elle est partie, que je l'aurai pas, bah, autant qu'elle soit heureuse avec C-17 qui a l'air de mieux lui correspondre. Après tout, ils se ressemblent, ils sont un peu ténébreux, ils étaient tous les deux. Tu vois, Kulilin encore dans la bienveillance, au-delà, il se sacrifie encore. Il se sacrifie une fois de plus. Et le souhait, est parlant. Kulilin, c'est un mec bien, c'est le pote qu'on a tous envie d'avoir dans la bande, c'est ce personnage avec qui il est bon délire, il est simple, et c'est cet arc effectivement qui raconte tout ça. C'est la bienveillance, c'est la simplicité, c'est le côté humain, le côté généreux. En fait, il est dans la générosité permanente, Kulilin. Dans cet univers de monstres de puissance, finalement, c'est celui qui rappelle que les valeurs sont importantes et puis qui sait les manier, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai, ça, oui. Encore une fois, c'est lui qui fait vraiment, qui rattache tout à l'humanité qu'il a, quoi. Même si les autres, bon, c'est aussi, il y en a certains qui sont humains aussi, mais c'est souvent lui qui n'arrive pas à trouver le mot, mais sur tout ce podcast, on va pouvoir dire que Krillin, humanité, humain, je crois que chaque fois on cite ça parce que c'est vrai que c'est lui qui est le plus humain de tous et ça c'est intéressant. Il y a un point de vue que Toriyama, bon, il est un peu gêné là-dessus et qui fait pas souvent. C'est un peu l'amour entre guillemets. Enfin, c'est vraiment l'amour pour Krillin. Enfin, c'est un des rares personnages qui a un traitement vraiment sur ses sentiments amoureux. Alors ça c'est là que je voulais revenir. Moi, je voulais terminer ce que j'avais à dire sur ce personnage par rapport à là. Il y a, on disait souvent Toriyama, il raconte les histoires en peu de cases. Et en fait, si t'es attentif à ce qu'il raconte sur Krillin, c'est exactement ce qu'il te raconte de Krillin. Il te le dit la première fois. Hein. Je disais au tout début du podcast, quand il arrive sur l'île, il dit, moi, ce que je veux, c'est impressionner les filles. Et quand il est en train de combattre les Saiyans, il y a une case où il dit cette fois c'est sûr je suis mort et zut, moi aussi j'avais envie de me marrer. Oui. Et quand il est sur Namek en train de suivre Dende pour aller chez le grand chef, il est en mode si on arrive à tenir, dans 5 jours il y a Goku qui va arriver. Je commence à croire au miracle. Mais bon, en fait, il pense aussi qu'il va y rester. Sa réaction, c'est ma vie n'aura pas été remplie niveau conquête féminine. Et tout le long, il y a cette espèce d'obsession. Et Krillin, son objectif, tu vois, tous les personnages dans une œuvre, ils ont un objectif. Et celui de Krillin, en fait, c'est ça. Oui. Bien sûr. Et c'est hyper implicite, mais c'est ça. Et d'ailleurs, une fois que le personnage il garde son design tout le long, ouais. Jusqu'au moment où il se marie avec C-18, et il y a 2 cases dans le manga où Krillin dit à Goku, t'as du bol Goku, tu vieillis plus. Et Goku dit à Krillin, tu voudrais mourir toi aussi Krillin.
Et Krillin lui répond, et vraiment là, il y a de nouveau un de ces regards d'expression que seul Toriyama sait faire. Il lui dit, tu rigoles, j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Ouais, il dit maintenant je suis marié, j'ai une femme et un enfant. Et son personnage, il est au bout. Et en fait, dans la saga Boo, Krillin, il va être présent, mais il va rien faire. Pourquoi? Parce que son personnage, il est raconté. Il est au bout. Il est terminé. Et d'ailleurs, c'est le seul personnage de tout Dragon Ball qui a un nom fond pour une autre raison que scénaristique, tu vois. C'est vrai. Bon, Pon, c'est un cas un peu à part. Oui, il y a comme une espèce de transmission de généalogie, donc c'est vrai que Marron, c'est juste là, juste là. Marron, elle est juste là pour dire, ben voilà, le personnage de Krillin est complet. Tu vois, elle va pas avoir un combat comme Goten, Gohan, Trunks, même Pan, hein, à la limite, elle a son petit combat là à la fin. Ouais. C'est le seul personnage de Dragon Ball qui se met en couple et qui a un enfant, parce que Bulma, elle se met avec Vegeta. Pourquoi? Pour avoir Trunks, pour avoir le twist du Super Saiyan qui vient du futur, tu vois. Sinon, Bulma, jamais elle va se mettre avec Vegeta. Chichi, pourquoi est-ce qu'elle revient? Bah parce que Toriyama, il avait envie de dessiner Gohan et puis de repartir avec un truc un peu plus flairé, tu vois. Enfin voilà. Exactement. Oui. Krillin, il a Marron parce que c'est l'histoire parce qu'il veut boucler la boucle du personnage de Krillin. Ouais, je l'avais dit sur Twitter, ça effectivement, qu'il apparaît en voulant se marier et il disparaît de la bande, il se retire. Qu'il est marié, ouais. Une fois qu'il est marié, son character design change et il est retiré en fait. D'ailleurs, même Gohan s'étonne de le retrouver avant le retour de Goku sur Terre pendant 24 heures au tout début de l'arc Boo. Tiens, putain, il a des cheveux maintenant, qu'est-ce que quoi? Et il le dit depuis qu'il s'est marié, que Lilin s'est laissé pousser les cheveux. Du coup, il le dit de manière presque, il brise le 4e mur, il s'adresse directement au lecteur, donc c'est assez amusant. Et effectivement, dans la VF, alors je sais pas si c'est le cas dans la VO, j'ai plus souvenir du truc, mais dans la VF, quand Dabra et Babidi apparaissent, Goku dit Krillin, tu devrais rentrer parce qu'après tout, t'as une femme et un enfant maintenant. Tu vois? Et je crois qu'il dit ça aussi dans la VO. Alors dans le manga, il dit c'est dangereux pour toi, tu devrais te retirer. Et Krillin dit ouais, t'as raison, je suis plutôt au niveau pour vous aider sur ce coup-là, quoi. Ça c'est grosso modo, c'est ce qu'il dit dans le manga. Mais je crois que le dialogue est un peu prolongé dans l'animé, ou alors il a été adapté différemment dans la VF, mais en tout cas, il me semble que dans l'animé, il est question de rentre, t'as une vie de famille, va pas prendre de risques ici, quoi. Et donc effectivement, le personnage est bouclé. Et d'ailleurs, l'animé continue sur cette optique lorsque Kulilin se sacrifie quand Boo est sorti de la salle de l'esprit et du temps, que Gotenks et Piccolo sont encore coincés, et que Boo commence à absorber tout le monde. Kulilin est là, il se dit bon, mon heure a sonné après tout. Je vais au moins faire une dernière chose avant de mourir, c'est que je vais au moins sauver ma fille et ma femme. Et il va se sacrifier pour gagner du temps. Évidemment, ça échoue, parce que Boo est à un tel niveau que la supercherie de Kulilin à ce moment-là, faire diversion, ça marche pas. Mais tout le monde essaie de s'enfuir en profitant du sacrifice généreux de Kulilin. Encore une fois, il se sacrifie. On est dans une écriture, un bon filler, une bonne scène rajoutée, parce qu'elle ne trahit ni le personnage. Elle n'est pas stupide pour le faire passer pour un clown à ce moment-là. Il aurait pu se vautrer, marcher sur ses lacets et se casser la gueule et puis se faire absorber comme une merde. Ça aurait pas été étonnant. Ouais. Ça aurait été dans l'idée de ce qu'ont fait les films du personnage. Or là non, ça va. C'était tout à fait dans la ligne d'écriture du personnage. C'est après tout, maintenant j'ai une vie de famille, je vais essayer au moins de leur laisser cet espoir de vivre. Et peut-être que voilà, il est dans de l'expectative, il s'en remet presque au bon Dieu, qui est sous ses yeux, hein, c'est Dende, qui peut pas faire grand chose en l'occurrence, qui s'est barré d'ailleurs. Merci Mister Popo, il a quand même bien géré sur ce coup-là, en mettant Dende de côté. Mais effectivement, Kulilin se sacrifie dans une très 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 belle scène de l'animé, qui dure pas très longtemps, mais qui suffit à rendre un dernier éclat au personnage. C'est pas son chant d'honneur, hein, parce que pour moi c'est l'arc Namek, vraiment. Après il se marie, il y a cette histoire qui est racontée en filigrane dans l'arc Cell avec ses 18, cette histoire d'amour qui s'écrit. Mais on a un petit peu ça avec Gohan aussi. C'est pour ça que j'aime bien leurs écritures à tous les deux. Gohan, dès les premières cases, il te dit je veux devenir un grand savant. Kulilin, dès les premières cases où il apparaît, il te dit je veux me marier. Et à la fin, ils finissent grand savant et l'autre marié. Voilà. Mais ouais, effectivement, Kulilin, c'est 18, meilleur couple à mes yeux, je pense. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai que Toriyama, on parle pas souvent parce que il me semble avoir lu quelque part qu'il n'était pas très à l'aise avec ça. Oui, il le dit, oui.
dépasser sur GT. Par contre, si on fait GT, je pense qu'il faudra faire Super. Est-ce que Super, je vous dis, j'ai rien à dire. Hein. J'ai pas de souvenir. En GT, il y a pas grand-chose à dire non plus. Moi, je résumerais ce que Est-ce que j'ai envie de parler de Krillin dans Dragon Ball Super? Je le résumerais par l'épisode où où Krillin demande à Goku de lui défoncer la gueule pour qu'il puisse être capable de bien mesurer sa force. Ah oui, je me souviens de cet épisode. Voilà où on en est, hein. Voilà où on en est. Non, j'ai pas du tout envie de parler de Super. Ouais, on aurait pu parler de GT, mais je crois qu'on a déjà bien parlé. De toute façon, dans GT, il fait pas non plus énormément de grand-chose. Bon, il y a un espèce de sacrifice pour sauver ses 18. Non, voilà. il se fait buter surtout. Il se fait buter. C'est juste, il se fait buter. Il se fait descendre. Il est pas quand même devant pour. Une caricature de lui-même, hein, Krillin dans GT. C'est pas. Oui, c'est ça. Il y a pas grand-chose. J'aime bien juste son design de vieux pépé comme ça, parce qu'il a pris un gros coup de vieux. Il est dans la scène de fin, ouais. Qui est incroyable, le moment où le Krillin vieux voit Goku jeune, c'est incroyable. Oui, ça c'est vrai que en même temps la fin de GT c'est quand même bon. Mais bon, c'est vrai que voilà. Mais donc oui, c'est vrai que je pense qu'on a déjà fait un bon gros tour du personnage. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était déjà pas mal. On a fait comme une grosse partie parcours et de nos impressions. On a fait le tour du perso, je pense. Je pense qu'on a fait un bon tour. Bon, maintenant, il est pas gros, le perso, donc on peut vite faire le tour, mais... c'est une blague. Du coup, si personne n'a rien à rajouter, on va conclure là-dessus. J'espère que malgré tout, nos divergences, enfin pas nos divergences, mais nos digressions, vous avez apprécié ce podcast, et du coup, on vous donne rendez-vous au prochain, dans 2 semaines, je suppose, c'est toujours comme ça. Et voilà, eh bien, bonsoir les gens. Et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusque-là, en tout cas, et on espère effectivement que ça vous a plu, et que vous appréciez autant que nous le personnage de Kulilin, surtout. Voilà. À une prochaine fois.